Vous êtes à la Ligue des Cinévores, je m'appelle Mathieu, je suis avec mon collaborateur Max. Alors, comment vas-tu, Max, cette semaine? Ça va, comme si j'aurais voulu retourner dans le temps. Ah, un petit lien ici subtil avec le film qu'on va parler cette semaine, qui va être Prince of Persia. Et Comment? Prince of Persia? Prince of Persia? Oui, Oui, c'est ça, bon, genre. Et oui, moi, ça va bien, vu que tu me le demandes, je vais bien, un peu fatigué, mais toujours plein d'énergie pour notre émission. Good. Et cette semaine, à notre émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler, entre autres, de ce qu'on a vu. On a vu quelques films, dont War Dog, La Proposition, Hardcore Henry. Dans l'actualité, on va parler de certains films de super-héros, de bandes-annonces de super-héros. On va parler aussi de nouveaux films qui vont s'en venir. On va parler de séries de jeux adaptés au cinéma et plein d'autres choses. Et dans le hors-sujet, on va parler de plusieurs jeux vidéo parce que je me suis acheté une PS4 depuis une semaine et je peux enfin parler de jeux vidéo comme toi tu fais chaque semaine. Alors sans plus attendre, on rentre dans les chroniques. Les chroniques. Comme chef de semaine, notre première chronique qu'on parle, c'est ce qu'on a vu cette semaine. Alors, sans plus attendre, Max, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Cette semaine, j'ai vu 2 films et j'ai fini une série. Je vais parler vite de la série parce que j'en fais 3 semaines que vous en savez ça. J'ai fini Seven Deadly Sins, le manga que j'avais commencé. C'est rare, comme je disais, que j'écoute des mangas. Je l'ai fini cette semaine, c'était vraiment bon, puis je suis constant probablement écouter la 2e saison. 24 épisodes, 20 minutes, ça s'écoute tellement vite, on accroche. T'aimes ou t'aimes pas, mais c'est la première série manga que j'ai bien aimée. Ah, la première? Ouais, on compte pas Pokémon et Digimon quand j'avais 7 ans. Et Dragon Ball? Ouais, et Dragon Ball. Ben, moi, je compterais Dragon Ball, mais peut-être pas Pokémon et Digimon. Parce que c'est des mangas aussi. Ouais, c'est ça. Mais Pokémon et Digimon, ben, moi, j'ai aimé les deux. Pokémon, j'ai arrêté parce que c'est rendu... Bah, t'as vieilli. Ben, pas juste, ben oui, j'ai vieilli, mais je vous disais, c'est rendu n'importe quoi, là. Ouais. Ben, je joue encore aux jeux vidéo sur 3DS. Ils sont très bien, mais... Non, en tout cas, bref. Ouais, sinon, à part ça, j'ai écouté 2 films. Je vais y aller avec le plus léger. J'ai écouté La Proposition avec Ryan Reynolds et Sandra Bullock. Avec ma copine. Ma copine et moi, on cherchait un film au solitaire. Mais les films d'amour, c'est gagnant, c'est win-win pour les filles. Alors, ben, facile de faire des points avec ça. Ben oui, effectivement. Ben écoute, c'est un film d'amour léger d'un boss qui vient du Canada. Mais là, elle va être déportée parce que il faut qu'elle soit déportée. Alors, parce que son crédit a été refusé, quelque chose comme ça. Son visa, c'est ça, son visa a été refusé. Et la solution qu'elle trouve, c'est de marier son assistant. Et son assistant était comme plus ou moins d'accord. Et elle lui promet un job de rédacteur en chef où qu'elle travaille s'il accepte. Fait qu'il accepte, mais là, il arrive des embûches à gauche, à droite. Puis finalement, il arrive qu'ils vont s'aimer. Surprise! C'est très classique. C'était correct. Écoute, ça a fait plaisir à ma blonde. Puis ça a détendu. Un petit film doux même, je sais c'est quoi, j'en ai déjà écouté, ça passe bien, puis je veux dire. Ben, ça fait un job, tu sais, je veux dire, c'est pas désagréable à écouter non plus, fait que ça rend au moins tu sais, il y a des bons gags, là, tu sais, mais je veux dire, c'est loin d'être un classique, là. Non, je comprends pas, ça révolutionne pas le genre. Ben, tu sais, probablement qu'on fera jamais un show sur ce film. Ça donne une idée. Ok, c'est bon. Pas que c'est encore là. Ok, quel autre film que t'as écouté? Celle-là, probablement qu'on va en faire un épisode, ça serait cool, en tout cas. C'est Hardcore Henry, le premier vrai film, comme, avec un budget en conséquence, à first person shooter. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est où qu'on voit seulement les mains. C'est hostile en français, je me trompe pas. Oui, hostile en français, exactement. Et dans le fond, c'est le premier film vraiment réalisé qui dure 1h30 quand même. Où qu'on voit justement juste l'arme et les mains du personnage. Mais le personnage ne parle pas. Alors, ça rend le film peut-être un peu plus lourd. L'histoire est très désirée avec un méchant très très méchant. Classique. Genre, il est aveugle, il a les cheveux blancs, il a des pouvoirs, mais tu sais, ses intentions sont plus ou moins claires, puis on sait pas trop pourquoi il fait ça, puis c'est ça comme je t'expliquais en ronde. Un film, c'est censé te conter une histoire. Quand il n'y a pas d'histoire dans un film, puis là, déjà que ton personnage principal ne parle pas, ça rend le film lourd. Ça rend le film lourd, effectivement. En plus, ce film avait beaucoup d'attentes, parce qu'il y en a un nouveau genre dans le cinéma. Oui, les tensions sont nobles, puis il y a des plans qui sont vraiment très bien réalisés, mais des fois, tu viens comme déboussolé parce qu'il va à gauche, puis il va à droite, puis il va à gauche, puis il va à droite, fait des bons rôles en rond. On était comme ça. J'essaie de te suivre, mais j'ai un peu de misère. C'est pas comme si c'était un jeu vidéo de cinématique, puis tu faisais suivre les cinématiques. Ben, c'est un peu ça. C'est ça à dire, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, j'aime l'audace. J'espère même qu'ils vont en faire une suite.
Mais travailler sur le scénario. Puis si on a un bon scénario qu'on est capable d'être impliqué, je pense que ça peut être intéressant. Ben, le potentiel est intéressant, justement, du concept. On aime ça avoir des nouveaux concepts au cinéma, je veux dire. Ben, j'en ferai tout le temps. J'aime ça. Ouais, ça, y en a qui révolutionnent le genre, comme moi, j'aime bien le fait de, tu sais, quand on est, le terme, tu sais, quand on voit juste à partir d'une caméra. Ouais, c'est, fan footage. C'est ça, moi, j'aime bien ça. Pour les films d'horreur, ça ajoute un effet vraiment. Ben, pour les films d'horreur, ça dépend. Il y en a qui l'utilisent, qui surabondance ou qui l'utilisent probablement trop mal. Ouais. Mais il y en a que ça apporte comme, en quarantaine. Là, c'est comme un bloc qui se fait envahir par des zombies, pis tu sais pas ce qui se passe. C'est un remake d'un film anglais ou allemand, en tout cas, qui était refait en version sauce américaine. Pis c'est super intéressant parce que c'est un chez Kika, mais la fois c'est une journaliste qui rentre avec un caméraman et sont pris dans la bâtisse, puis plus que le film avance, plus que comme le monde commence à se transformer en zombie. C'est super intéressant. Ça m'intrigue. La fin, en tout cas, on n'en parlera pas, mais probablement. Tu m'as intrigué, là. C'est bon, mais en tout cas, j'ai dérapé, là. Non, c'est correct, mais fais faire une bulle, je veux dire, on a le droit d'en parler, là. C'est notre émission, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut! Voilà! Donc c'est pour ça que c'est à moi de parler, là. Et toi, quelle série tu vas nous reparler? Non, pas vrai. Tu parles, voyons. Je vais commencer par les films que j'ai vus, voyons. Donc, moi, j'écoute beaucoup de choses, comme ça. C'est sûr, je répète souvent certaines séries, parce que j'en écoute beaucoup qui jouent à chaque semaine, c'est normal. Puis des fois, c'est plus facile d'écouter un ou deux épisodes que nécessairement écouter un film dans un bloc. Oui, c'est ça passe mieux, puis tu sais, c'est moins long des fois et tout ça. Et cette semaine, j'ai écouté principalement un film que j'ai pas tout complet. C'est le film War Dog, Chien de guerre en français. Ce film, j'avais beaucoup d'attentes. Ça allait être une comédie qui avait un fort potentiel avec l'abondance qu'il nous offrait, qui avait l'air dégringlé, vraiment très drôle. C'est qui le réalisateur, là, ce film-là? Non, c'est Todd Phillips. C'est lui qui a réalisé The Hangover 1 et 2 et 3. Ah! Ok, ben, ça me surprend parce que c'est un film basé sur des faits historiques. Dans le fond, on suit deux jeunes adultes qui, en 2005, décident de passer une compagnie de revente d'armes. C'est d'où le nom de chien de guerre, parce que c'est dans la guerre d'Irak qui devient ça, tout ça. Il y a des gens qui étaient des chiens de guerre, qu'eux faisaient juste trouver des compagnies, des contacts qui avaient des armes, et ils les achetaient pour les revendre à l'armée américaine. Et ces deux-là, c'est des jeunes qui n'ont pas d'ambition. Ils ont des ambitions, je disais, ils n'ont jamais réussi de grands exploits. Et ils partent une compagnie comme ça, broche à foin. Et tranquillement, ils vont avoir des contrats. Et finalement, à un moment donné, ils vont décrocher le gros lot. Ils vont faire des millions d'un coup. Ils vont complètement changer leur vie. Et le film avait un bon potentiel, il avait l'air super drôle. Ce qui arrive, c'est que je l'ai pas écouté au complet. Je veux le finir. C'est que le film est très long à partir, parce qu'il met en place les éléments de l'histoire. Et la première heure du film introduit les deux personnages principaux du film qui sont joués par deux acteurs que je trouve très bons. Joblan, en ce moment, c'est un des deux, c'est lui qui faisait le dernier Monsieur Fantastique, avec un Fantastique, et l'autre, c'est lui qui faisait Super Grave. Ouais, t'as Jonah Hill et t'as... Ouais, Jonah Hill, puis l'autre, il est un petit peu moins connu, mais il s'est plus en connaître cet acteur-là. Oui, c'est ça. Il fait beaucoup de comédies. Il jouait dans Whiplash aussi. Ouais, et c'est lui qui fait Whiplash. C'est ça. Je sais pas son nom malheureusement, mais c'est deux acteurs que j'aime beaucoup. Et le film est très long à partir. Il y a des bouts de drôles au début, mais c'est vraiment très simple. Et je m'attendais beaucoup plus rire, puis que la bande-annonce avait l'air très drôle. Et le bout le plus drôle qu'on voit dans la bande-annonce, il est juste mis au milieu du film. Après une heure après le film de 2 heures, donc c'est quand même très long, même plus que 2 heures. C'est vraiment chose. Ben, j'imagine qu'ils ont mis tout l'humour à la fin, je vais le finir. Là, je dis une opinion mitigée parce que j'ai pas vu complet. Mais c'est juste, je vais en reparler la semaine prochaine quand je vais le finir, parce que je prévois de le finir. Mais je trouve ça dommage que la bande-annonce montrait un humour comme omniprésent et que le film, oui, c'est un film sur des faits historiques, mais quand on regarde la bande-annonce, on a l'impression que ça va être drôle du début à la fin. Que là, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je suis mitigé. L'histoire est quand même bonne. Je dis rien contre ça. L'histoire est très intéressante. Ça montre le côté, les failles du système américain. Donc, c'est très intéressant. C'est ce film que j'ai eu le temps d'écouter cette semaine, plus ou moins, sans le film qu'on va parler cette semaine. Je vous reviens sur des séries que j'écoute à chaque semaine, que j'ai soit gaiement parlé ou peu parlé dans le passé. Il y a Gotham, saison 3 actuellement. J'en ai parlé il y a quelques épisodes de ça, mais j'aime ça en reparler parce que c'est une série que j'ai pas qui est en pleine évolution puis qui est constante. Ouais, ben, c'est une série que les gens étaient beaucoup sceptiques à la base. Une série d'un univers de Batman sans Batman. Les fans étaient déjà très sceptiques à la base. Et dans le fond, ça montre l'origine de l'univers de Batman quand il était enfant et qui tranquillement devient Batman. Et ça introduit tous les méchants connus de l'univers, ce qui est appréciable pour ceux qui aiment le genre, mais aussi c'est une série qui peut être vue comme une série policière parce qu'on suit Jim Gordon, qui est enquêteur de police, et donc on suit les crimes à travers Gotham. Et la saison 1 est quand même un peu lente, intéressante, mais elle nous laisse sur la fin. Et la saison 2 nous explore vraiment l'univers profond de Batman, et là on accroche, c'est vraiment bonne. La saison 3 elle est partie en force, et je veux dire, là elle a un peu déclin, mais elle est vraiment bonne. Et il trouve encore moyen d'introduire des méchants qu'on n'avait pas encore vus.
ou de réintroduire des méchants qu'on avait déjà vus d'une autre manière. Et il trouve toujours des twists dans l'histoire pour relancer l'intrigue et c'est vraiment bon. L'acteur qui fait le pingouin, j'ai un blanc, mais il est vraiment il était né faire ce rôle-là. Il s'est vraiment approprié le personnage du pingouin, qui est le méchant principal de la série dans toutes les saisons actuellement et qui est récurrent et c'est vraiment bon. Je vais en parler parce que je la trouve vraiment bonne et qu'elle s'améliore tout le temps. C'est aussi que les gens ont beaucoup mitigé. D'ailleurs, ça fait penser qu'il y a une nouvelle série qui est en progression, qui est Krypton, c'est comme Gotham, mais du côté de l'univers Superman. Les gens seront plus sceptiques, c'est un univers encore moins connu que l'univers de Batman. Donc, ceci, ça reste en attente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour Gotham, là, vraiment, ils ont réussi à mettre les bases. Je sais pas combien de saisons ils veulent faire, mais ils disaient qu'à la base, ils voulaient que le projet se finisse avec le fait que Bruce Wayne devient Batman. Actuellement, c'est un jeune adulte, donc je suis pas sûr que c'est encore le cas. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et c'est pour ça que je vais en parler. La deuxième série, j'en ai déjà parlé aussi. C'est la série Lucifer. C'est une série intéressante dans l'univers DC. On suit Satan qui a quitté l'enfer pour aller sur Terre à la ville de L.A., la ville des anges. Et il décide de lâcher sa job et de souvent un club. Mais ça suffit pas, il s'ennuie pareil. Fait qu'il décide de travailler pour la police. Donc il est un peu comme un Sherlock Holmes de lui-même en étant consultant pour la police. Il aide une enquêtrice à résoudre des meurtres. Et en parallèle, il a son histoire parce que là, il a quitté son poste et il a en fait pu survivre. Les anges viennent le voir. Il demande de revenir. Il veut pas. Il doit se battre avec ses frères. Il y a il y a beaucoup d'humour. C'est très humoristique. J'en ai parlé. Ça m'avait accroché. Ça avait l'air vraiment cool. Ah, c'est très drôle parce qu'il se présente lui-même comme Lucifer. C'est sur Netflix? Je sais pas, mais... C'est qui produit la série, sais-tu? C'est Fox, je crois. Oh, je sais pas si c'est la Fox, ça serait mon seul effet. Ok, mais c'est la même chaîne que Gotham. C'est la même chaîne que Gotham. Ok. Ouais. Donc, Lucifer, c'est très drôle. C'est vraiment une série, il y a des côtés sombres et humour qui s'agencent super bien. Il y a des trucs vraiment drôles, ils font exprès pour nous rendre ça vraiment absurde dans le sens que, mettons, Lucifer est présenté comme un homme blanc, british, mais quand son frère vient le voir, qui est un autre ange, ben c'est un Afro-Américain, vraiment opposé à lui. Et à un moment donné, il y a d'autres membres de sa famille qui viennent le voir, ils sont tous vraiment aucun pareil. Puis des fois ils se présentent à du monde humain normal. Et ils font comme ok, mais vous me niaisez là, vous êtes pas frères, vous êtes pas pareil là. Puis c'est tout de même, puis personne ne le croit en disant qu'il est Lucifer, mais il arrête pas de dire c'est moi Lucifer là, je suis Lucifer. Puis c'est ça qui est drôle parce que c'est vraiment une série très mystique. Je vais s'en reparler parce que la série s'améliore, la saison était très bonne. Il y a combien de saisons là? Deux saisons, c'est des courtes saisons, des saisons de 12 épisodes. Ouais, c'est ça aussi qui m'avait accroché. Ouais, ben c'est le fun aussi, l'histoire est vraiment peu, il y a pas de longueur. C'est-tu des épisodes d'une 45 minutes, non? Ouais, c'est 50 minutes en fait. Okay. C'est vraiment bon. Et là, il s'approche de la fin de la saison 2 et je suis comme, T'as pensé que ça finisse? C'est ça. Tu sais, tu dis, j'en prendrais plus de cette série-là parce qu'elle est vraiment bonne. Et je veux dire, la saison 1 était bonne, mais je veux dire, il survenait un peu l'histoire. La saison 2 est vraiment plongée dans l'histoire de Lucifer. Et c'est vraiment bon. Si vous êtes pas sûr après la saison 1, n'hésitez pas à sauter la saison 2, c'est vraiment bon. Est-ce que la saison 3 est déjà confirmée? Pas encore, non. C'est une série qui était pas sûr pour l'instant, parce que c'est un spin-off d'un personnage plus connu des comics, Sandman. Personnage vraiment... moi, j'ai entendu parler de ce personnage, dans ma liste de personnages à découvrir des comics. C'est très cool, il fait partie des comics DC, mais plus côté mythique, plus des studios pas de base de DC. Et dans cet univers-là, ben il y a un personnage secondaire qui est Lucifer, et ici on décide d'exploiter parce que à la base, il voulait faire un film sur Sandman qui est toujours en attente. Parce que je pense que le film avait quasiment été cancellé. Je sais que c'était Joseph Gordon-Levitt qui devait le faire. Il a comme quitté le projet, fait que... Je pense que c'est souvent mort. Un peu comme Gambit. Gambit, ça a l'air que c'est pas cancellé, hein. Ah. Je fais une petite nouvelle parenthèse, là. Le film, il est encore prévu pour 2018. Oh. Parce que ça, il y a ce nouveau planning. Le planning des films de Fox. Ouais, il est pas dans notre actualité, on va en parler de ouais. On se doute que Deadpool 3 est annoncé pour 2019. Ouais. Le reboot des X-Men aussi. C'est plus ou moins ça annoncé. C'est spécial, ouais, c'est ça. Ils ont tout changé leur calendrier. Il y a des films qui étaient déplacés, puis on verra bien. Gambit espère toujours en ligne, ouais. Je sais que Channing Tatum est encore dans le projet, fait que... Ouais. Il faut qu'il y croie parce que... ouais, c'est ça, il est patient. J'espère que, bah, écoute, si on attend... Il va faire comme Ryan Reynolds, il va payer pour le film. Ben, si on attend aussi longtemps que Deadpool, peut-être on va avoir un film de bon. Un bon film. Ben, c'est un personnage qui a du potentiel, on n'écrira pas là-dessus, mais c'est vraiment, là. Et il me reste dans la série que je vous parlais. Ben, vas-y. J'en ai brièvement parlé au début dans nos premiers épisodes. C'est la série Élémentaire en français. Mm-hmm. C'est une des deux séries en ce moment qui traite de l'univers de Sherlock Holmes. La première étant Sherlock. Les deux sont sortis relativement maintenant. Ah, c'est la version américaine, c'est ça? C'est ça. Élémentaire, c'est la version américaine de Sherlock Holmes parce que BBC ont sorti la série Sherlock, qui est Sherlock qui est interprété par un acteur qui maintenant pour moi, il est dans le top 10 des meilleurs acteurs que j'ai jamais vu dans ma vie, qui est Benedict Cumberbatch. Ouais. Et qui a été connu principalement pour ce rôle-là, que maintenant tout le monde le reconnaît à cause de ça. Et aussi, lui qui est Watson, qui est rendu connu pour avoir fait aussi la série de Hobbit. Ouais, Martin Freeman, exactement. Et maintenant, ce qui est intéressant, anecdote, l'acteur principal d'Elementary,
qui fait Sherlock, que là j'ai un blanc son nom, d'habitude je connais son nom, j'ai un blanc, et l'acteur Benedict Cumberbatch ont fait une pièce de théâtre ensemble, c'est comme ça qu'ils sont fait connaître les deux. Et dans cette pièce de théâtre-là, à chacun de leur tour, ils faisaient le même rôle. Et là, ils font 2 séries sur le même personnage, dans 2 postes différents. Parce que tout est dans tout. Hein? Écoute, c'est tout lié. Parce que en passant, l'acteur qui fait, bref, c'est une autre anecdote plus tard, j'en parlerai. Mais Elementary, c'est une fois, c'est la version américaine. Pourquoi je dis version américaine? C'est parce que ils ont pris l'univers et ils l'ont transposé à New York. Ouais. La meilleure façon de faire ça, c'est simple. C'est dans l'époque moderne. C'est que Sherlock Holmes a dû faire une cure de Xanax parce qu'il est accro dans ce univers-là à la coke. À place d'être accro au tabac, comme dans les univers classiques. Et pour s'éloigner de ses tentations, il a quitté Londres pour New York. Et finalement, il décide de rester à New York parce qu'il considère que cette ville-là a un fort potentiel de criminalité et que ça vaut la peine d'y rester parce qu'il y a de la job pour lui. Parce que lui, il aime ça qu'il y ait des criminalités, ça, il s'ennuie parce que son cerveau, il faut qu'il travaille toujours. Et c'est sa personnalité aussi, il aime ça de résoudre des puzzles. Donc, il est là, au début, il est tout seul et on voit tout de suite sa personnalité, elle est plus agressive que je dirais de celle qu'on a l'habitude de voir dans la série Sherlock ou dans tout ce qu'on a déjà vu de Sherlock Holmes. Et aussi, ce qui est aussi dans la... ce qui est la version américaine, c'est que tous les personnages sont transposés. Donc, Watson, qu'on a l'habitude de voir en homme, médecin, et là, ben, c'est une femme. Médecin qui est joué par Lucy Liu, qui est une actrice quand même très connue. Lucy Liu? Ouais, que tu dois connaître de nom, je crois. Ah, en plus, elle est asiatique. Ouais. Lucy Liu. Ah, ben, ok, c'est... Moi aussi, au début, c'est weird, là. Au début, je l'ai pas écouté assez à cause de cette réserve-là. Finalement, je l'ai écouté, ça marche. Ça date. Ils ont aussi à bien matcher ça pour que ça marche. Il y a des trucs qui marchent un peu moins bien, mais ça marche bien. Et tous les personnages connus de l'univers de Sherlock Holmes sont tous introduits. Ce qui est un peu dommage, c'est que plusieurs personnages importants sont mis secondaires. Les méchants connus de Sherlock Holmes, on va les voir brièvement, ils vont être très secondaires. Et c'est là qu'il était un peu décevant parce qu'il invente beaucoup de personnages qui sont pas dans l'univers, qui sont beaucoup moins intéressants. C'est le point négatif, je faisais essayer. Mais le point positif, contrairement à la série Sherlock, c'est que Sherlock, c'est des séries de 3 épisodes d'1h30 chaque. Mais la série de Elementary, c'est une série américaine, donc il y a 22 épisodes d'1 heure chaque. Fait que on peut avoir de la quantité de la vie, du jus en termes de Sherlock Holmes. Là, j'ai ce qu'il me faut. Et là, la 5e saison a commencé. Je m'y suis mis et elle est très bonne. T'as-tu déjà vu le film de Sherlock Holmes qui était interprété par le gars qui fait Magneto? Ça s'appelle juste Holmes. Oui. T'as vu Sherlock Holmes? Mr. Holmes, oui, c'est très bon. Je l'ai pas vu encore, ça. Ah, c'est fait par, c'est un acteur vraiment, là. Oui, Ian McKellen. Voilà, Ian McKellen. Cet acteur-là, c'est, écoute, Gandalf, Magneto, tout ça, là. C'est un acteur. Parce que, ouais, c'est une très bonne d'ailleurs, je sais pas si on en a déjà parlé, mais ça va aussi. Ça fait sur Sherlock Holmes à retraite, qui doit essayer de se rappeler d'événements avec des flashbacks, et en même temps, on montre que même qu'il est à retraite, même quand il est rendu vieux, comme 60 ans, 70 ans, ses capacités marchent toujours. C'est ça qui est fascinant. Même si son cerveau, comme il commence à faire de l'Alzheimer, il est capable d'utiliser ses capacités pareilles. Ça serait vraiment intéressant de parler d'un film comme ça. Puis ce film aussi, ça montre, après ça montre juste Sherlock Holmes qui fait des enquêtes, ça montre juste le côté psychologique, vraiment le côté du personnage de Sherlock Holmes ce qu'on n'est pas obligé de voir, parce que le personnage de Sherlock Holmes, c'est un personnage qui est antipathique, qui se pas, il y a pas d'émotion, et ce film-là, vraiment, c'est tragique, c'est vraiment un drame, parce que ça met le côté vraiment, qui se fout des émotions, ça a comme gâché sa vie, c'est pour ça que là, il vit tout seul en campagne, puis il écrit des mémoires, pis tout ça, puis il est vraiment triste, et c'est vraiment un film vraiment bon à voir, là. Surtout que sa prestation de l'acteur, c'est écœurant. Donc ça, on dévie un peu, mais la série Elementary, c'est sa sauce américaine, ça vaut la peine pour ceux qui aiment le genre. Moi, j'ai adoré, je vous le recommande chaudement. J'en ai déjà parlé, la saison 4 il y a pas longtemps, mais là, la saison 5 a commencé, il fallait vraiment que j'en parle. Donc ça, c'est ce que j'ai vu cette semaine. Sans plus attendre, on saute à la deuxième chronique de la semaine, l'actualité. Toujours le gros morceau, généralement, à part quand ça parle de 12 000 jeux vidéo, c'est le gros morceau de notre cette semaine, on change de chemise de bord. Hein? Comment ça? On en discute après. Bref, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Écoute, pour moi, c'était une semaine tranquille, mais il y avait quand même de la chair autour de là. Je vais commencer avec la nouvelle qui m'a le plus interprété cette semaine. En fait, je sais pas si t'es un amateur de l'univers d'Alien. Oui, Alien Predator, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et Alien, je n'ai pas vu Prometheus parce que Prometheus ne m'intéressait zéro. Moi non plus. Autant que j'adore le réalisateur, malheureusement que son nom m'échappe. Mais il y a quand même un bon casting à Prometheus. Oh, ouais, Michael Fassbender et... Parce que j'ai oublié, non. De toute façon, c'est pas ça que je veux parler. Ouais. Le nouveau film d'Alien s'en vient. Officiellement, on a vu une affiche qui est sortie où on voit justement l'Alien. Oui. C'est le bout de l'Alien. Écrit Run Now. Là, d'après moi, ça veut dire qu'on retourne à l'horreur. Je pense que oui, ça peut vraiment être intéressant. On a même une date de sortie qui est prévue. En tout cas, la date aux États-Unis, là. Ben, généralement, on sort dans les mêmes temps, sinon une semaine ou deux d'avance.
Ouais. Le 4 août 2017. Alors, c'est l'été prochain. Alors, on devrait avoir une balance, j'imagine, d'ici peu. Ah, j'imagine. Parce que le film sort dans 7 mois. Écoute, moi, j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que j'aimerais ça retourner à Alien. Le 1-2 était comme vraiment des très bons films. Le 3-4, puis pour attendez, c'est qu'il veut juste tirer la sauce aussi. Ben, AVP prouvait que c'était on roule sur l'or, là. Écoute, le 1 était correct, mais le 2, là, c'était Requiem, là, c'était Là, j'ai une hésitation sur quoi qu'on fait. Est-ce que Predator, ça fait partie du même univers ou c'est un autre univers qu'on juste fusionné ensemble? Après ça, c'est deux univers complètement différents, mais ça faisait longtemps qu'on en rêvait. Un peu comme Jason puis Freddy, ils ont fait affronter, là. Techniquement, ils n'existent pas dans leur même monde, mais là, tu sais, il y avait de l'argent à faire, puis fuck off, on mélange les deux. Ok. Mais ça fitait. Comme ils ont fait tout ça avec Jason vs Freddy, ils ont pris deux personnages d'horreur historiques, ils ont fait affronter. C'est ça, ben Freddy versus Jason, je trouvais que ça fitait quand même plus que AVP, mais je comprends qu'AVP, dans le fond, c'est comme chacun des extraterrestres qui met de chacun une planète différente. Ouais. Fait que, tu sais. En tout cas, je suis plus excité par Alien 5. Non, Alien, c'est vraiment une fantasme aussi, j'ai hâte de voir ça. J'ai lu que, dans le fond, c'est en lien avec Prometheus. Ouais, pis ça serait la suite du 4. Non, ça serait même pas, je pense que le 3 et le 4 ne comptent pas, pis ça serait le vrai 3. Ok. Parce que le 3 et le 4, c'est quoi, c'est un univers un peu compliqué à suivre. Ouais. Sinon, je vais parler je m'en vais complètement dans un autre registre. J'en parle parce que ça m'a surpris. Je sais pas si t'as déjà vu, en français, ça s'appelle Les Bagnoles ou Cars. Ben oui. Cars, ça a été un gros succès, pas tant au cinéma, mais c'était un gros succès au niveau des jouets. Et c'est pour ça que Disney Pixar pousse dessus, parce que Les Bagnoles, c'est le film de Pixar qui vend le plus de jouets. Ah oui, ils ont fait un spin-off plein de... Ouais, puis c'était la boîte, là. Mais c'était pas Pixar qui faisait ça qui arrivait. Ah, c'est pour ça. Ça prouve bien les choses. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que ça a fait planter... Non, ça fait pas planter, excuse-moi, mais ça poussait à Pixar à faire un troisième film, parce que quand tu y penses, c'est le seul Pixar qui a un troisième film. À part Toy Story, c'est vrai, excuse-moi. Toy Story, c'est l'exception aussi. Mais Toy Story, crime, il a pris quand même 12 ans ou 13 ans avant d'avoir le... Ouais, c'est ça. Il était long, puis le 4, il le repousse, puis il le repousse. Fait que, tant qu'à moi, il devrait pas de monde, là. Ouais. Mais en tout cas, et pourquoi j'en parle, c'est que la bande-annonce, qui est un teaser, en fait, montre Flash McQueen, qui est le personnage principal, manger une dérape pendant une course, et la bande-annonce est très sombre, c'est très gris, y a pas les couleurs sont très ternes, puis on voit jamais le personnage les yeux ouverts, et il dérape, puis il fait des tonneaux, et ça écrit « Ce jour-là changera jamais l'histoire de sa vie ». La bande-annonce s'arrête demain. Shit! Là, t'es comme « Quoi? » Parce que le dessin était colorié, puis il se prenait pour des erreurs sacrées, puis ça n'a aucun sens. Non. C'était pas en tout avec Cars. Là, j'étais comme « Ok, on s'en va vers où avec ça? » J'en parle parce que je suis intrigué. Ouais, c'est une série que, je veux dire, moi, tu fais une animation, j'ai de la misère, mais ces films-là, je les ai écoutés avec mon cousin à l'époque, le 1 puis le 2. Et j'avais quand même apprécié le film, le 2, comme tu dis, moins. Ouais, le 2 c'était pas. C'était comme un peu pour faire comme, on fait une suite, tu sais. Ouais, le 1 était bon. Moi, j'avais beaucoup aimé le 1. Il y avait une bonne morale, tout ça aussi. Les films de Pixar, souvent des bonnes morales, des bonnes histoires. Mais il était beaucoup critiqué le 1, le 2 encore plus. Ouais. Mais là, tu m'intrigues, je vais aller voir l'extrait. C'est 15 secondes. Enfin, en tout cas, je le recommande pour ceux qui sont curieux et qui aiment les films d'animation comme moi. Sinon, je mettrais une nouvelle qui est peut-être pas une bonne nouvelle. C'est relatif. Mortal Kombat, il y a eu 2 films. 2 méchants navets, 2 très mauvais films. Surtout le 2 qui est encore pire que le premier, puis le premier était déjà pas bon. Honnêtement, les 2 m'ont pas intéressé. Non, écoute pas ça. À chaque fois, j'essaie de le réécouter en me disant, mais c'est Mortal Kombat! Non, je suis pas capable. Pas capable, c'est vraiment pas bon. Pourtant, Mortal Kombat, c'est culte, là. Ouais, c'est pas le jeu le problème. Ben, tiens, encore là, j'ai des réserves. En tout cas. J'ai jamais satisfait, toi. Ben, ils sont pas tous bons. Non, c'est vrai. À un moment donné, non. Même Mortal Kombat versus DC, c'était de la boîte. Oh, ça, on n'en parlera pas, là. Puis Mortal Kombat X, un jeu avec une réalisation débile, avec des décors débiles, avec des combats débiles, avec une campagne de fun. Mais stick est vite comme le 5 Alice. Ils ont de la misère récemment avec les Mortal Kombat. C'est acheté du contenu. En tout cas, je te rappelle. J'en parle parce que Mortal Kombat a officiellement un réalisateur parce qu'ils font un reboot. Le réalisateur s'appelle Simon McQuoid. Est-ce que tu sais c'est qui? Ça me dit rien. Ben c'est normal, il a vraiment rien fait. Quoi? Sauf qu'il y a un film, à part un court-métrage qui mettait en vedette genre toutes les vedettes de Sony dans un mini comme... Comment je pourrais dire? Une mini... Court-métrage? Court-métrage, ouais, ça serait le meilleur terme. Et dans le fond, qui montrait tous les personnages comme Ezio d'Assassin's Creed,
Isaac de Dead Space ou Kratos ou Nathan Drake ensemble, puis qui dit à la fin, ben, nous autres, on fait ce combat-là pour Sam. Sam qui est le joueur. Puis il met le bras dans les airs, vive Sam. C'était ça le commentaire, c'était super cool, mais c'était ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Il a rien fait d'autre. Là, c'est Yes Man, c'est ce que t'es en train de me dire. Probablement. Ou le gars, il s'est dit, Chris, c'est la chance de ma vie d'avoir une carrière. Il va avoir de la pression sur ses épaules, là. Ben, ils promettent que ça va être un film sombre, vraiment dark et très brutal. J'espère que ça va être fidèle à l'univers. Ouais, moi, ça me dérange pas qu'ils prennent la liberté pour faire un scénario, ça me dérange pas. Mais garder l'essentiel, la violence, la gratuité. Les personnages. Les personnages. Même s'il y en a qui ont des choristes de peau de mayonnaise, là. Mais. C'est quoi cette expression? Excusez-moi, j'ai jamais entendu ça. Mais ce qui me reste du projet, c'est James Wan. James Wan produit, ne réalise pas, produit le film. Ah. C'est lui qui a fait Fast and Furious 7, c'est peut-être pas un bon exemple. Il s'occupe beaucoup de l'horreur actuellement. Il a produit aussi le film To the Light, là, le film qui se passe en noir, puis c'est un film d'horreur. Oui. Insidious, et il a réalisé The Conjuring 1 et 2. Oh! C'est vraiment pas la petite bière, le gars. Ah, puis il a fait le dernier Star Trek. Oh, ok, ben oui. C'est vraiment pas un réalisateur. Non, il sait quoi ce qu'il fait, ouais. Mais, en tout cas, il est là pour produire le film. Est-ce que ça va être bon? Je sais pas. On verra bien. Sinon, c'est pas mal ça pour mon actualité. Toi, cette semaine, qu'est-ce que t'as à dire, Billy Bob? Je vais te surprendre, je vais faire du super-héros. Ma première nouvelle, c'est une nouvelle de plus en plus persistante, que les gens ils poussent dessus. Il y a beaucoup de médias, beaucoup de journalistes qui reviennent là-dessus. C'est au sujet du film Justice League. Ouais. Prochain film d'univers de DC que tu attends avec impatience, je sais bien. Juste intrigué. Pas plus. Je sais que pour toi, Batman vs Superman, c'est un film culte. Je veux savoir ce qui m'écoeure, vite là. Les bandes annonces de DC Universe sont malades. Ouais. Genre, les bandes annonces sont meilleures que le film. Tu sais, la bande annonce de Suicide Squad était folle. C'est Chris, il faut que le film soit pas le même. La bande annonce de Batman vs Superman, ça représentait vraiment pas le film. Ben, écoute, la première bande annonce de Batman vs Superman, c'était de la grosse pouette. Non, la parce que ça nous pas. La première était pire. Non, la deuxième, t'as raison. Parce que la deuxième, on voyait Doomsday, c'est comme. Ouais. Quoi, il est dedans? Ouais. Il y a personne qui le savait. C'était une super belle surprise qu'ils ont gâché, en tout cas. Ah, ouais, ça, c'est de la. Bref, ouais. La rumeur qui est persistante, c'est que, la fois, ils veulent former la Justice League, qui est l'équivalent des Avengers chez Marvel. Ouais. Et, ils ont déjà introduit la plupart des héros. Mais un des plus importants n'est pas encore fait mention, qui est Green Lantern, que récemment on a eu droit à un film avant l'univers de DC fait avec l'acteur maintenant connu pour Deadpool, Ryan Reynolds, qu'il avait tenté sa chance en super-héros avec le très mauvais. Ah, c'est mauvais, hein, quand même. C'est pas bon. Il y avait du potentiel. J'ai acheté ça, moi, en plus. Je sais pas, j'avais jamais vu, mais je l'avais jamais vu. Puis il était comme 4 piastres à DVD, j'espère. À l'époque, j'achetais beaucoup de DVD, je l'ai pris dans un bain, j'ai fait, on paye 4 piastres. Chris, ça a avancé 4 piastres, j'avais dû le donner à Lecan. Écoute, le film, il avait un fort potentiel. En tant que le film Green Lantern, là, l'univers était respecté. Quand il va sur sa planète où il y a les Green Lantern, tu vois l'armée, le décor, c'est beau. Mais l'histoire est à chier. C'est vraiment mal amené. C'est une valeur qu'en fait, qu'Aquaman ait plus d'attention que Green Lantern. Tu sais, ça fait pas dans ma tête. C'est pour dire que le film était un gâchis. Il voulait faire une trilogie avec ça, je sais pas si tu savais. Mais c'était censé être la suite après Batman, faire une trilogie sur Green Lantern. Mais je pense que c'était voulu pour lancer le DCU. Ben oui, il y avait Amanda Waller, il y a plusieurs personnages de l'univers de DC qui étaient dedans. Et finalement, ben c'était un flop. Vraiment solide, fidèle à DC. Ouais, à place DC, ils ont compris. Ils font des flops encore, mais au moins ils les assument. Ouais, puis ils relient ensemble, ils relient leurs flops ensemble. Bref, tout ça pour dire que la rumeur, c'est que Green Lantern serait il y aurait un caméo dans Justice League parce que son nouveau film, il se laisse du temps pour le travailler. Il est annoncé genre en 2020. Okay. Il se laisse du temps pour le sortir. Et en attendant, il va faire un caméo dans le film Justice League 1 parce qu'il est déjà été annoncé dans Justice League 2. Mais il n'y avait aucune dimension pour le 1. Et là, sur la rumeur, on le verrait déjà dans le prochain Justice League, même si c'est une bande-annonce, c'est pas là. Mais fidèle à DC, souvent dans la prochaine bande-annonce de Justice League, on va le voir à la fin de la bande-annonce. D'après moi, c'est ce qui va arriver. Il n'y a pas d'acteur encore confirmé. Beaucoup de gens aimeraient ça que ce soit la deuxième personne de l'antenne, Jon Stewart. La fois, c'est un Afro-américain. Il verrait bien j'aimerais plus celui, moi. L'acteur qui est favori là-dedans, c'est le noir principal dans Fast and Furious. Ouais. Il l'a mis à Paul Blart, là. Blark. Paul Walker. Paul Walker, merci. Paul Blart, c'est pas le gars qui surveille les magasins. Oui, je suis fatigué. Paul Walker, son personnage, son meilleur ami, c'est un noir. L'acteur qui fait ce personnage-là, il joue aussi dans les Transformers. C'est le plus favori pour faire le nouveau Green Lantern. Parce qu'il veut pas reprendre le même personnage, parce que sa réputation est entachée à cause du mauvais film
la mémoire est encore trop récente, là. Ben, même ça a fait gâcher la carrière. Ça La chose que poussait Deadpool, parce que, avec le premier Deadpool qui était très très mauvais dans X-Men Origins. Qui était lui aussi qui faisait. Ah ouais, puis, oh mon dieu. Ouais. Une chose qui est pas pour l'autodérision, Ryan Reynolds. Ça, c'est ma première nouvelle, c'est une rumeur, donc j'aimerais ça que ça arrive. C'est des personnages, je trouve, qui est plus intéressant, qui a un univers très intéressant. J'ai lu les comics d'une lanterne de New 52. Ouais. Les comics aussi de Les Raids de Lanterne, qui est un autre groupe de lanternes, parce qu'il y en a de plusieurs couleurs. C'est des émotions, en fait. C'est un univers très intéressant, très développé, que j'aime beaucoup. C'est ma nouvelle, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Deuxième nouvelle, ça fait un peu un lien avec le film qu'on parlait, quand on parle de jeux vidéo qui vont être transposés en film. Il essaie toujours de temps en temps d'en faire, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, ils ont décidé de produire un film sur l'univers de Monster Hunter, qui va être réalisé par Paul W.S. Anderson, que c'est lui qui a réalisé la saga Resident Evil. Je pense qu'il y a peut-être juste un qui a pas réalisé. Ou même là, je m'apprends. Il y a son nom partout, il me semble. Oui, mais s'il réalisait pas, il produisait. Ouais. Parce que c'est lui qui a donné vie à l'univers Resident Evil au cinéma. On peut lui donner un chapeau pour les deux premiers. Il y en a qui laissent le 2 en plus. Là. Ouais. L'un, il est bon. Malgré toutes les critiques qu'il y a dessus, je l'aime beaucoup. C'était bien parti, mais là il finit l'univers Resident Evil. Là, il a dit qu'il arrêtait après le dernier film, qui est le Last Chapter. De Final Chapter. Ouais, et là, il dit qu'il veut s'attaquer à un autre série de jeux très connu. Ouais. Une série culte, Monster Hunter. Scrappé aussi. Écoute, ça va être magnifique. Pour ceux qui connaissent pas Monster Hunter, comment on pourrait décrire ça? C'est un chasseur de monstres. Ouais. Je t'ai volé les mots, hein? C'est un chasseur de monstre d'un monstre, un monde fantastique où que t'es un chasseur, pis les monstres sont géants, sont colossaux, pis t'as des armes de chasse, genre des arcs, des lances, des épées. J'ai jamais joué à Monster. Et il y en existe plusieurs, c'est une série complète, il y en a sur PSP, sur PS Vita. Ouais, je pense que avais-tu commencé sur PSP ou sur PS2? PS2, il y en avait aussi. C'est une série, c'est style manga, tu sais, style anime. Ouais. C'est très asiatique. Beaucoup d'action, des combats très épiques. Le jeu en tant que tel est très bon. Je me demande comment ils vont faire ça pour une histoire avec ça dans le film. Je suis sceptique d'avance. Je sais pas. On était capable d'en faire sur les Resident Evil, puis je veux dire. Resident Evil, c'est une histoire, les zombies envahissent la Terre, les gens qui se regroupent pour, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Il y a qui a des super pouvoirs. Écoute, une chose qui sont pas adaptées Resident Evil 4, le président. T'es un gars qui s'en chercher la fille du président dans une armée. T'es tout seul. La fille du président. Tu commences dans une forêt, les scénarios de Resident Evil, peut-être le 6 à la limite, là, il était pas. Non, le 6 c'est le pire. Ouais, en termes de jeu, mais en termes de scénario, c'était peut-être lui qui en avait le plus. Ouais. Pas en termes de gameplay. C'était l'histoire la plus complexe, mais ouais. C'est en termes de gameplay, c'était de la petite boîte, là. Le 7, je t'attends avec impatience. Moi aussi. Bref, ça c'est notre espoir. Hope. Ouais. Ça c'est la deuxième nouvelle, donc je suis sceptique, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour l'instant, il y a juste annoncé ça, il n'y a pas comme teaser, pas d'image, rien. Je laisse ça aller, surtout que là, avec les Resident Evil qui m'ont déçu. À part que les derniers, tout ce qu'on fait, c'est qu'on pris tous les passages qu'on connaît, l'univers, qu'ils ont pitché dans les films. J'ai même pas vu le dernier. Moi non plus, ça se passe sur un bateau, je pense. Là. Ouais, j'ai écouté de 1, 2, 3, 4, 5, puis j'ai arrêté là. Même chose. J'étais plus capable. C'était trop, là. À peine, je me rappelle, le gars, il y avait des chiens qui se tentaient de séparer, mais c'était tout au ralenti, puis j'étais comme, ouais, non, ça n'a juste pas de crise de sens, actuellement. Écoute, non, regarde. Je suis même surpris que ça ait duré aussi longtemps. C'est quand le studio sait que c'est de la merde, on continue à en sortir. Voilà, ça rapporte tout le temps, man. Je sais pas. Je comprends pas. En tout cas, ma prochaine nouvelle, c'est au sujet du spin-off qui est annoncé pour Boba Fett. Ouais. Parce que là, maintenant que Disney a Star Wars, il y a censé une vache à lait qui pompe. Ils pompent. Au montant qu'on paye, ils vont surutiliser. Écoute, ils vont la pomper au maximum jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Et là, ils vont annoncer qu'en chaque épisode, il va y avoir un spin-off. Donc là, on a droit à Rogue One, qui est le premier spin-off dans un mois. Et c'est lui qui va mettre la base. Si ce film passe, eh bien, ils vont commander plusieurs spin-offs. C'est déjà été annoncé. Il y a Han Solo qui est officiel. Ouais, lui, c'est le seul officiel pour l'instant. Il y en a un troisième qui est en attente, qui va être confirmé bientôt. Ça va être quoi? Je pense que c'est sur... On pense soit Yoda, ça, qui était peut-être Boba Fett. Ouais, mais je vais ça en parler. Boba Fett était prévu plus tôt que ça. Avant que Disney rachète Lucasfilm, il avait déjà parlé de faire un film sur Boba Fett. Et quand Disney a racheté Lucasfilm, là, le dossier était devenu un peu houleux. Et finalement, il y avait un réalisateur qui était en charge du projet. Finalement, le projet est tombé à l'eau. Il avait prévu un teaser pour la convention de Star Wars. Et finalement, c'est tombé à l'eau. Et là, ça revient sur le plancher pour qu'ils nous apprennent ça. Et ils nous avertissent que le projet est pas mort. Il fait partie de la liste des spin-offs qu'ils veulent faire. Tu fais la petite tome? Ouais. C'est une musique d'ambiance. Continue. Mais c'est ça. Donc là, on annoncé qu'il est toujours dans la liste des spin-offs qu'ils veulent faire. Parce que ça, et dans la liste des 10 personnages les plus aimés de l'univers de Star Wars, des films par les fans. Et je pense que d'accord avec moi, il est vraiment aimé ce personnage-là. What?
Pourtant, il est tellement genre plus utilisé dans le film. Écoutez, spoiler alert, vous êtes au courant. Quand il meurt dans un tas de table, tabarnak. J'ai tellement, même c'est dans le 5, c'est dans le 6 qu'il meurt, mais c'est dans le 5 qu'on le voit un peu. Ah, Boba Fett, va attaquer les Jedi. D'accord. J'ai tellement pas de charisme. Mais je suis comme, moi aussi, je suis curieux. Je veux dire, Parce que c'est un soldat, c'est un soldat. Son père, Jango Fett, est plus exploité dans la trilogie que... Ouais, mais je comprends l'intérêt. Mais tu sais, c'est comme... Je veux pas le film sur Chewbacca, moi. En fait, Chewbacca va être dans l'univers du spin-off d'Han Solo. Ouais. Avec Lando, Castellan et ainsi de suite. Tu penses qu'on jase, là? Il y a rien d'officiel là-dessus, mais... Que Han Solo, il pourrait avoir plus qu'un film? Ou c'est un film? Ben, il y a le potentiel pour dans le sens que... Comme Rogue One, on sait qu'il n'y a pas de suite. Non, il n'y a pas encore de suite, mais je veux dire, l'univers étendu, il y avait une trilogie sur Han Solo. Il y a 2 trilogies sur Han Solo dans l'univers étendu qui n'existent plus parce que Disney ont fait comme, maintenant qu'on possède Star Wars, on prend tous les livres, on les met dans un incinérateur, on forme un incinérateur. Donc là, il n'existe plus, mais il y avait déjà créé à l'époque, il y avait 2 trilogies très bonnes, à ce qui paraît. Donc, il y a du jus avant les films pour faire une histoire sur Han Solo. Il y a beaucoup d'éléments, mais là, ils ont déjà parlé de plusieurs éléments qu'ils vont mettre dans le film. Comment il a reçu son vaisseau, comment il a rencontré Lando, comment il a rencontré Chewbacca, sa première amour, parce qu'il va avoir un rôle féminin principal qui va être joué par Daenerys dans Game of Thrones, qui est Emilia Clarke, qui a eu le premier rôle, donc ça va être intéressant à voir. J'ai hâte. Je sais pas ce film-là. Les spin-offs, tu sais, quand t'es habitué de voir une histoire, puis là, ils te mettent des spin-offs qui n'ont aucun lien, quand... Ah, bon. Ben, Rogue One a l'air intéressant. Ouais, Rogue One, il y a du potentiel, puis j'ai hâte. J'aime le petit côté sombre qu'ils ont donné aussi. Avec Darth Vader qu'on voit, là. Ça me rappelle des souvenirs. Ça va être bon, ça. Ouais. Fait que c'est ça, c'est l'argument, c'est que, ben, pas l'argument, mais le fait que Boba Fett est toujours sur le plancher. On sait pas quand il va sortir, mais il est dans les films qu'ils veulent faire. Ils disent que si Rogue One passe, ils vont envisager beaucoup de spin-offs. S'ils passent pas, ils vont envisager leur plan pour les prochaines années des films. Sûrement en faisant moins de spin-offs ou en avant l'idée des spin-offs. Parce que c'est les fans qui vont décider s'ils aiment ça, avoir des films qui sont pas connectés. Donc, on va le savoir dans un mois, à peu près, avec la critique et tout ça. Nous, on va aller le voir, on va le critiquer aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, ma prochaine nouvelle, c'est, la semaine passée, j'avais dit crossover, mais je me suis trompé, c'est teaser. Cette semaine, ils ont sorti la bande-annonce du crossover de l'univers Arrow Flash avec les Legends of Tomorrow et Supergirl. Là, ils ont fait une bande-annonce vraiment plus complète, qui montre vraiment tout l'univers, ce qui va se passer. C'est un événement historique, parce que ça va être les 4 séries, un épisode par série la semaine prochaine. Mardi, mercredi, jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Chaque épisode va avoir un lien au crossover qui va se terminer le jeudi soir. Et ça va relier tous les univers ensemble. C'est la première fois qu'autant de héros vont être dans la même place. La dernière fois, ça s'est vu, c'est dans la 6 Marvel. À un moment donné, il a fait une mini Justice League à la fin. Et je l'attends avec impatience. La balance, ça montre qu'est-ce qui va arriver, le méchant, tout ça, plein de liens de chaque univers. Aussi des personnages qu'on ne voyait plus qui vont revenir. Écoute, j'ai hâte, je suis excité, là, il y a tellement de potentiel, là. Puis je dis ça va permettre de relier tous les univers qui sont pas reliés en tant que tel. Mais c'est une série à part, là. Ben sinon c'est un épisode par série. Ça s'appelle ça un crossover. C'est que mettons dans Supergirl lundi. Il va avoir ça. Là, dans la saison d'Arrow, il va avoir ça. Ouais. Ok. L'histoire va se continuer. Les 4 épisodes, c'est la même histoire. C'est comme si c'était un film de 2 heures. Quelqu'un de 4 heures. Qui en suit un là. Il va toujours avoir précédemment dans Arrow. Là, tu vas comme, mais quoi, hein? Comme, voyons. Ça va. Mais c'est ça, les crossovers, c'est ça qui cause un peu de problème. Pour ceux qui suivent juste une série, j'ai des amis qui suivent juste Flash ou juste Arrow. C'est là, c'est pas évident. Mais ces épisodes-là, ils forcent à écouter les autres séries. C'est un peu le principe aussi. C'est assez les autres AOSC qu'on n'écoute pas. Et je trouve ça vidéo c'est bon parce que ça réunit les personnages qu'on veut voir qui sont intéressants. Donc, allez voir l'annonce, c'est vraiment nice. On se c'est une petite vidéo. Parce que, d'abord, le méchant, c'est une race extraterrestre, c'est Dominator. Qui, d'abord, c'est les extraterrestres que les gens ont toujours voulu, les ennemis, tout ça. Et ils ont sorti une petite vidéo de 2 minutes. C'est une vidéo d'une caméra pendant la Deuxième Guerre mondiale qui filme sur le champ de bataille. Et là, c'est comme tout griché en noir et blanc. Et t'as juste quelqu'un qui s'approche et des bombardements. T'as juste un vaisseau classique, le rond. Le vaisseau omni classique qu'on voit comme d'habitude. Et qui arrive, puis des extraterrestres, puis ils tirent, puis ils détruisent tout le monde, puis des explosions. Et ça fait dossier top secret pour les gouvernements. Et c'est juste pour faire un petit clin d'œil. Donc vraiment, lui qui s'occupe de tes séries, c'est quoi son nom, est-ce que tu le sais? Tu sais pas ça. Non, je sais pas, je parce que les 4 séries sont gérées par le même gars. Ce gars-là, lui, c'est un des plus grands fans de DC. Je pense que c'est Jeff Jones, ouais. C'est un des plus grands fans de DC, il a pas de dire, lui, là, il voudrait créer 10 000 séries. Il l'a dit à un moment donné en entrevue Comic-Con. Je pense qu'éventuellement, il aura pas le choix de faire des chaînes. C'est continuellement, ils n'auront pas le choix, il gobe plein d'espace, là, je veux dire. Là, il veut faire une autre série, il va être rendu à 5 séries, peut-être, l'année prochaine. Il fait une série sur Shaki Shock. C'est un héros qui sont dans l'univers des DC. Je l'ai peut-être mal prononcé, c'est un afro-américain qui a des poids électriques. Il n'y a pas déjà eu un dessin animé là-dessus?
Ah, mais il était dans Young Justice. On l'a vu dans Young Justice. Non, mais même avant ça. En tout cas, ça Bref, c'est pas grave. Mais il a déjà pensé à une 5e série, puis il a dit qu'il avait comme une dizaine en tête qu'il voulait faire. Ce gars-là, il est vraiment intense. Il a même réalisé des films. Il aurait voulu réaliser des films de Flash, qui est en ce moment plus réalisateur. Donc, c'est pas impossible. Mais lui, il est parti, là, il est DC à fond, là. C'est genre le master DC. Comme... Ben, je pense que c'est rendu lui, le chef de... d'univers télévisuel, c'est lui le chef. Pour le cinéma, ça avait commencé avec Zack Snyder. Mais là, il commence à tomber un peu en défaveur parce que c'est les films que j'ai gérés à date. À part le premier Superman, Man of Steel, là, le Batman vs Superman, il va avoir de la pression pour pour Justice League. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et bref, c'est pas grave. Donc, ça, c'est ma nouvelle sur le crossover. J'ai une petite montée de lait que je veux faire. Ouais, que je tiens à la faire parce que tout en fait souvent et moi, je suis quelqu'un de plus passif là-dessus. Oh! Quand quelque chose m'énerve, faut que je le dise. Ils ont sorti une balance, une belle série, parce que de temps en temps, ils font aussi des séries animées. D'ailleurs, Arrow Flash Infinite, c'est sur Dixon, c'est très bon, j'ai écouté les 2 saisons. Mais là, ils font plusieurs séries. J'en ai écouté comme Young Justice, j'ai adoré. Mais là, ils ont aussi fait série sur Justice League. Oh my god, une série animée sur Justice League, j'ai hâte de voir ça, ils vont pas exploiter une marathon. Je regarde la bande-annonce, et je suis comme, tabarnak, excuse-moi les mots, hostie de Pourquoi? C'est quoi, c'est cheap? Je m'explique. OK? Là, ils ont fait ça avec Teen Titan. C'est Teen Titan Go. Pour ceux qui savent c'est quoi, c'est qu'ils ont pris les personnages, puis ils ont mis vraiment enfant intense. Teen Titan, c'était pas si pire. Même que la première série était bonne, la deuxième Teen Titan Go, là, ça me tapait ses nerfs. Mais là, ils font ça avec Justice League. Ils ont pris les personnages des super-héros de la Justice League, qui sont comme genre des ados, genre. Puis les personnages qu'on a l'habitude de voir sont là, sont plus des ados. OK. Fait que ça me gosse pour ça. Et je vais attendre d'en voir plus. J'ai vu une balance, ça m'a rendu sceptique, ça m'énerve un peu. Je comprends pas. Je sais qu'ils veulent rejoindre le côté jeune pour que les jeunes découvrent l'univers de DC. Mais à un moment donné, là, je veux dire. Ils vont très pareil sur. Ouais, c'est ça. Mature. Moi, je l'ai aimé, puis quand j'étais petit, j'ai fait l'univers, puis c'est avec les adultes, puis c'était nice, là. Je veux dire, pourquoi vouloir tout rajeunir les personnages? Tu sais, un Superman ado avec un Batman ado, puis une Wonder Woman adolescente, je veux dire. Come on, là. Moi, ça peut pas être anodin, mais pour moi, c'est venu le chercher. Je comprends. Donc, si c'est ma montée de lait, je vais m'arrêter là. On va aller à une dernière chronique avant de rentrer dans le vif du sujet. Une chronique hors sujet. Et cette semaine, comme tu dis, la chemise change de côté. Parce que j'en ai mentionné tantôt, mais je suis en mettant un processeur d'une PS4 Pro depuis une semaine. Donc, j'ai pu me remettre à gamer. J'étais gamer de PC, mais mon PC n'étant plus ce qu'il était, j'ai décidé d'investir dans le PS4 pour l'instant. Et je me suis permis de jouer et redécouvrir les jeux que j'avais déjà joués. Donc, mais pour l'instant, je vais te laisser partir, parce que je sais que t'aimes ça partir dans les jeux vidéo, donc. Ben, écoute, moi, c'en est un qu'un, ça devrait vraiment être court. Moi, j'étais un gros fan de From Software. From Software, c'est eux autres qui ont fait Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3 oui. et Bloodborne. Le premier jeu, vraiment, que j'ai réussi à avancer, que je me suis donné la peine, je me suis dit, je vais me faire chier, mais je vais le finir. C'est Bloodborne. Puis Bloodborne, je l'ai déjà fini une fois, et je l'ai recommencé, en fait. Parce que j'avais pas tout fait les boss, puis j'avais tout fait pour finir le jeu le plus rapidement possible, parce que je rushais ma vie. Puis par après, j'ai fait Dark Souls 2, ça a super bien été, puis Dark Souls 3 que j'ai clenché. Dark Souls 3 étant beaucoup plus facile tant qu'à moi, dans le reste des autres. Là, je me suis replongé dans le Bloodborne, et j'ai un plaisir malade, c'est malsain, c'est addictif comme design. C'est un RPG, c'est un RPG dur, très dur. Style Dark Souls. Ouais, Dark Souls, c'est très dur pour vrai, c'est très punitif, mais c'est juste. Ouais, c'est ça. C'est très punitif, mais juste. C'est vraiment vraiment connu pour ça, je veux dire. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça, mais ceux qui aiment ça, ils aiment ça, là. Ben, c'est parce que celui-là, ce qui fait changement, c'est que Dark Souls, tu connectes ton bouclier, puis tu mets tout le temps le bouton du bouclier, et tu frappes. Tu recules, tu frappes. Celui-là te pousse à attaquer plus. Oh. Tu vas frapper, et si, mettons, l'ennemi te frappe, ta barre de vie, je sais vraiment pourrais dire ça, mais ta barre de vie descend, mais tu peux la remonter en refrappant l'ennemi. Alors, en refrappant l'ennemi, tu reprends toute ta vie. Oh. Ce qui amène la twist. Par défaut de pas avoir de bouclier, t'as ça qui te donne une chance. C'est dans le fond. Et le design. God, man. Je t'ai demandé. Chris, comment ils ont fait ça? Tu sais, les architectures sont inspirées probablement, mais c'est tout été fait. C'est des dessins des buildings, c'est malade. C'est quasiment surréel. Il n'y a aucun jeu j'ai vu qui était capable de faire un design aussi poussé. Écoute, tu m'intrigues, je connaissais pas ce jeu-là, faut que j'aille checker ça. Écoute, je vais le refinir, je te le prêterai, vu que t'es rendu possesseur d'une PS4. Si t'es prêt,
t'es prêt Pour à ceux qui souffrir, tu vas sont aimer ça. anti-PS4, ben, quittez notre émission, on va vivre avec. Content que t'aies rejoint le Dark Side. Comme ça, là. Sinon, moi, Beaucoup plus puissant. c'est pas mal ça. J'avais juste le goût d'en reparler vu que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Ben, tu m'as intrigué, c'est sûr, je vais vouloir essayer quand je vais finir mes jeux, parce que là, j'arrive. J'ai une PS4 depuis une semaine, et j'ai déjà 6 jeux en ma possession. Et j'en ai joué 3 sur mes 6, je peux pas jouer aux autres. Certains que j'avais déjà joué, que je veux rejouer, puis c'est des classiques pour moi. Et, dans le fond, mon premier jeu que je vais parler, c'est la nouveauté de la semaine, qui est Watch Dogs 2. Ouais. Moi, étant un fan, quand même, de la premier jeu, même si c'était un peu une déception, dans le sens que on attendait beaucoup de choses du premier, et finalement, c'était correct comme jeu. Mais il exploitait pas en beaucoup les possibilités qu'il y avait. Parce que la fois Watch Dogs, pour ceux qui connaissent pas, c'est un univers un peu ouvert comme à la Grand Theft Auto. C'est une ville ouverte où tu es un personnage et que tu dois interagir avec, autour de toi avec une histoire. Et Watch Dogs, c'est que tu es un pirateur et tu peux pirater tout ce qui est électronique autour de toi, voiture, lumière, caméra, tout ça. Et tu interagis avec ton cellulaire et c'est vraiment le fun. Et le 1, il y avait beaucoup de potentiel, il y avait des choses très le fun. Le 2 pousse encore plus loin, mais c'est vraiment, ils se sont dit, on fait une histoire pour le fun. On dérape. C'est une nouvelle histoire dans le même univers, mais qui a un peu lien avec le 1, mais vous êtes pas obligé de jouer au 1 pour jouer au 2. Parce que le premier, là, le problème qu'il y avait sur son scénario était très bancal, là. Je veux dire, le gars vengeait sa nièce qui a été tuée par des gangs de rue, mais là, il se considérait comme un justicier, mais il extorquait de l'argent puis tuait du monde pour rien. C'était comme, ok, mais ta vengeance a plus ou moins de sens, puis ta soeur, elle te donnait de la mort parce que c'est kidnappé. Elle disait, Chris, aussi, pourquoi t'as fait ça? Non, Chris, t'as vraiment que t'es dans la tâche, donne-moi pas de la mort, m'en viens te chercher. L'histoire du 1 est un peu manquante, comme tu dis, mais le gameplay est intéressant. Mais le 1 était rempli de défauts. Ouais. Autant qu'il était appréciable pour certains points, autant qu'il y a beaucoup de défauts. Le 2, ils ont beaucoup travaillé ça. Et l'histoire, vraiment, ils sont allés, vraiment, c'est une gang de pirateurs. Ça commence, t'as une mission, c'est un test, savoir si tu peux rentrer dans la gang. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus de followers possible pour utiliser leur application pour faire chuter la plus grosse compagnie de sécurité au monde, qui est la même que dans le premier jeu. C'est le lien principal. Et ils font des fois des références. Et tout ce que tu fais, toi, c'est que tu attires l'attention. Donc, tu fais des missions par-ci par-là, tu fais des trucs pour attirer l'attention à la TV, tout ça, tu fais des piratages, tu détruis un film au cinéma, parce que ça se passe à San Francisco, il y a des studios, tu scrapes des films, trucs du genre, puis tu te prends dans une ville, c'est disjoncté, ils se prennent pas au sérieux, c'est très humoristique. Ben, tu sais, Assassin's Creed, il y en a beaucoup qui leur reprochaient que le premier était genre juste une démo technique, Ouais. puis que le 2 était comme over the top, tout le monde dit que c'était un chef-d'œuvre encore aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui arrive avec Watch Dogs. Le premier était décevant, très décevant, on va le dire. Mais le 2, elle a l'air vraiment comme on assume, on pousse plus loin, on a un personnage qui semble avoir un charisme. Il y a plus de couleurs aussi, c'est moins de termes. Puis le 1, j'avais pas joué avec le multijoueur, parce que à l'époque, j'avais pas internet pour jouer. L'intérêt était pas là non plus. Mais le 2, ce qui était intéressant, c'est que le 1 faisait ça aussi, mais ils ont poussé ça plus loin, c'est que pendant ta game, à tout moment, ils peuvent interagir. Là, t'es en train de te promener dans la ville, ça fait genre, un hacker décide de vous hacker, retrouvez-le avant qu'il va vous donner. Donc là, t'as genre 5 minutes, puis il faut que tu le trouves autour de toi dans une zone, puis il y a un autre joueur qui a popé dans ta game, et il est caché quelque part dans les civils. Il faut que tu le trouves, puis tu le tues avant qu'il te vole tes données, parce qu'il peut te voler des points, il y a des stars, tout ça. Et il y a d'autres interactions, mettons, la police te court après, et à un moment, ça dit, un chasseur de primes vous a pris en tête, et c'est un autre joueur qui aide la police à t'arrêter. Dans l'histoire, il y a plein d'interactions comme ça. Mais quand t'as joué, ça marchait, le serveur, parce que ça apparemment qu'ils ont eu des gros problèmes. Moi, quand j'ai acheté le jeu, ça faisait quelques jours que t'étais là, et quand je me suis connecté, ça disait en gros, les serveurs sont fermés temporairement pour un problème. Et le lendemain, quand je me suis reconnecté, il marchait. Et là, c'est que ça a commencé, je finis une mission, je vais aller prendre un char, ça fait, vous avez été hacké. Je suis comme, what? Je suis ok, je sors mon gun, je cherche, je le trouve, pis c'est nice parce que, quand t'y trouves, des fois, pis t'arrives pas à l'avoir du premier coup, ils partent en courant, pis là, tu fais des poursuites dans la ville, soit à pied ou en char. Ok. Pis faut que tu descendes, parce que là, il y a plus de temps, faut juste que tu réussisses à descendre, avant qu'ils réussissent à t'échapper. Et c'est vraiment nice, parce que c'est vraiment ça ajoute une touche au jeu de stress. Tu sais jamais quand ça arrive, pis quand t'es abonné, mais toi aussi, tu peux faire ça. Tu peux te prendre, ça dit, il y a un joueur dans votre zone, est-ce que vous voulez le hacker? Tu sais oui, pis là, t'apparais dans sa game, et tu peux aller le hacker. Et à un moment donné, mettons, j'étais en secret de police, j'étais mal pris, et il y a un chasseur de primes qui est arrivé, c'est un autre joueur. Je me suis battu contre lui, finalement, il m'a descendu, pis j'étais genre, c'est nice, parce que là, la police, j'étais capable de leur tenir tête, mais là, j'avais ma tête était appris. J'aimais ça, pis l'histoire est très drôle, et vraiment, ça se prend bien. Je dis, c'est pas sombre. Ils ont pris vraiment le côté humoristique, et, c'est vraiment bon. Moi, j'ai adoré. Et j'ai pas fini, j'ai commencé à peine le jeu. Je veux dire, j'ai quelques heures à mon actif. Et j'ai hâte de continuer à jouer. Donc, ça, c'est ma nouveauté de la semaine que je parle. Ma deuxième jeu que je vais parler, c'est un jeu qui date d'un peu, mais qui est devenu un jeu classique, qui est le jeu Witcher 3, troisième de la trilogie, qui est basé sur un RPG un peu dans le style un peu moins pire que Dark Souls, mais c'est un peu l'impression que ce RPG est très quand même difficile. Ok. Parce que c'est pas un jeu facile à la base, faut vraiment que
il faut vraiment que tu maîtrises la prise en main du jeu. L'histoire est très profonde. On peut passer des dizaines d'heures au même village à faire plein de quests sans vraiment progresser parce que le jeu est tellement immense, tellement gros. Je te donne un exemple. La mise à jour pour jouer au jeu est de 20 gigs, ce qui est énorme parce que c'est plein de DLC gratuits qu'ils offrent. Et dans le fond, pour ceux qui connaissent pas Witcher, c'est que t'es un chasseur Witcher, c'est un chasseur de monstres, de créatures magiques. Et dans le fond, t'es un... Ça, continue après l'histoire du 2 dans le monde ouvert pour la première fois. Et tu dois enquêter, tu dois retrouver ta fille qui a disparu. Et comme dans les autres univers, tu peux manipuler la magie, la chimie, tout ça. T'as 2 épées, t'as une arbalète. Chaque fois, ça a des impacts. Chaque décision que tu prends dans l'histoire principale a un impact futur dans l'histoire du jeu. Et vraiment, c'est une histoire très sombre, très complète. On peut se perdre facilement beaucoup d'heures sans en remarquer. J'ai adoré ce jeu. Je conseille le jeu. Il est très difficile. Ça peut être frustrant à certains moments parce que c'est pas un jeu facile que la vie se régénère après 2 secondes comme dans Call of Duty. Là, quand tu fais de la vie, faut que tu te nourris, faut que tu dors. Les combats sont plutôt difficiles, sont très dosés. Des fois, faut que tu te reprennes à plusieurs reprises. C'est quand même beaucoup de checkpoints qui aident quand on joue pas à très difficile. Moi, je me suis mis en normal pour commencer. Et quand on monte dans les vraies difficultés, là, il n'y a pas de sauvegarde, c'est vraiment intense, c'est de la survie. Mais ça vaut le détour, c'est un jeu vraiment magnifique en termes de RPG, c'est dans le top 5 des RPG de tous les temps que j'ai adoré. Mon prochain jeu, c'est un jeu que j'avais déjà fini une fois sur PC, qui est Dying Light. C'est un jeu qui fait suite à Dead Island, c'est les mêmes créateurs. Dead Island, ça avait révolutionné le genre, c'est un monde ouvert dans une univers de zombies sur une île tropicale, où on fait créer des armes et jouer jusqu'à 4 joueurs et aussi un univers avec des véhicules, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé Dead Island pour ça, les deux. Ben en fait, c'est pas le 2, c'est Arctide qui est comme le 1.5. Le 2 qui le balance est sorti, que j'attends avec impatience. Je pense qu'il arrivera jamais, malheureusement. Ah ouais? Le studio qui s'en occupait, c'était eux autres qui avaient fait l'excellent Spec Ops The Line. Okay. Et malheureusement, le studio s'est fait enlever le projet des mains. Ah. Et on sait pas ce qui va arriver avec. Ah, c'est dommage parce que ça va l'air vraiment cool. Parce que autant j'ai aimé Dying Light, autant que j'ai adoré Dead Island, c'est deux jeux vraiment de gameplay différents. J'ai jamais joué à Reptile, je trouvais que ça va être mauvais. Reptile, c'est la suite directe, elle est plus courte l'histoire, mais ce qui est c'est nice, c'est s'ajoute un nouveau personnage. Il y a 4 joueurs, on peut jouer à 4 pareil, mais 5 joueurs, on peut jouer à 4, mais ça ajoute une nouvelle classe, qui ajoute du contenu et une nouvelle histoire, qui est juste pour ceux qui aiment l'histoire du jeu et le gameplay. Ça ajoute pas grand chose de plus, des nouvelles armes, des nouvelles compétences, mais vraiment c'est le 1 qui est intéressant pour l'histoire et le jeu. Qui vraiment, je le recommande. Et Dead Island, c'est dans le même univers de style, c'est un monde ouvert où que, à place de dépasser dans un monde ouvert vraiment en véhicule, tout ça, c'est un univers basé sur le parcours. Donc on saute de tour en tour, on grimpe les murs, on saute, fait des backflips, on court. C'est un jeu qu'on on va affronter les zombies, mais un peu moins, on va plus avoir tendance des feux, et il y a le principe de jour-nuit qui n'avait pas dans Dead Island, merci. Je m'en ai trompé de jeu, moi, là. J'ai jamais noir dans Dead Island, je m'en rappelle plus. Non, il n'y a pas le switch entre le jour et la nuit. Et vraiment, Dying Light, ça met cette emphase-là. La nuit, si on sort, ça nous risque et péril, tu sais. Il y a des sortes de zombies, c'est très difficile, on voit mal. Et, le jour, autant que c'est difficile, oui. Mais la nuit, c'est vraiment, il dit tout le temps de rester à l'intérieur. Jouer tout seul la nuit, c'est difficile. Moi, j'y allais à 2 joueurs. Mais ça ajoute une ambiance vraiment plus quand des fois l'émission la nuit t'es obligé de sortir, donc ça ajoute cette ambiance là. T'essaies de pas genre toucher aux zombies, dans le fond t'essaies de tenir loin les zombies. Tu sais du parcours, tu touches pas au sol. J'ai pris l'édition Following qui étant la plus grosse extension sortie du jeu, qui ouvre une autre map au complet qui est plus grosse que la map de base, qui aussi ajoute des véhicules, c'est le point négatif que je trouvais dans Dying Light. Autant qu'ils voulaient mettre l'emphase sur le parcours qu'il n'y avait pas dans l'autre jeu avant Dead Island, là ils ont complètement enlevé les véhicules. Même si c'est une ville ouverte. Peut-être parce que justement le parcours était mis en pente. Ben oui, le parcours est nice, mais je vous dis, il y a des bouts que tu sais, j'aime ça, tu sais. Comme aller plus vite. Aussi, ou varier aussi le jeu. Et c'est ça qu'ils font avec Dying Light, l'extension que je vais jouer aussi, que j'ai pas la chance encore. Ils ont mis des véhicules qui sont des Jeeps, qui permettent de faire un peu de contraste avec ça. Mais en tant que tel, Dying Light, c'est vraiment nice. Autre défaut du jeu que je pouvais trouver, c'est qu'il n'y a plus de classe. Tout le monde a la même classe, sauf que tu choisis les points que tu te mets. Sont les branches, c'est 3 branches, survie, cardio, et combat, et à chaque fois que tu gagnes des points, tu les mets dans les branches que tu veux dedans, donc tu façonnes ton bonhomme comme ça, et grâce aux extensions, tu as une branche légendaire qui ajoute d'autres points meilleurs, et ça aussi ça m'a gossé, parce que ce qui était le fun de Dead Island, si tu choisis ton bonhomme, il y avait une spécialisation. Tu avais la fille qui se battait avec les armes de tranchantes, le gars black qui avait les armes contondantes, le joueur de football qui lançait des armes, et t'avais la fille militaire qui savait des mitraillettes, et dans le 1.5, t'avais un ancien maître de Kung Fu, genre qui se battait avec les armes au corps à corps. C'est intéressant. Là, c'est ça qui est un peu poche, mais sinon, le reste, c'est le fun. Le crafter des armes, toujours plaisant. Faire des lances de feu, des tronçonneuses électriques, des trucs du genre. C'est vraiment cool. Donc, c'est un jeu que j'ai adoré pour ça. Et très rapidement, j'ai joué à un quatrième jeu que j'avais pas eu la chance de jouer.
étant un grand fan des jeux de super-héros, j'avais pas eu la chance parce que moi, je l'ai sur PC, ils m'ont dit ne peux pas le runner, c'est le dernier Batman, Arkham Knight. Batman Arkham Knight. Qui conclut la trilogie. La trilogie, il y en a pas eu 4. Ou il y en a eu 4. Origin, mais il est à part. Mais Origin, il n'en parle pas parce que vraiment, c'est pas le même studio qui l'a fait, c'est Montréal qui l'a fait. Ouais. Et ça a été plus ou moins un flop. Puis si normalement tu n'étais pas capable de jouer sur PC, il fonctionnait pas. Ah, littéralement, là. Puis même avec les patchs qu'on mis, il fonctionne toujours pas. Et je l'ai sur Steam, puis ils m'ont donné un remboursement, je me suis jamais servi finalement, en tout cas. Et j'ai conseillé juste sur PC, pas sur PC, sur PS4, et j'adore l'univers d'Arkham. Ils ont vraiment travaillé ça. Moi, étant fan de super-héros, Batman. Il est très fidèle. Ah. Mais Arkham Knight est ma déception. Comment ça? C'est cette année qui est sorti, je crois, l'année passée. L'année passée. Et ce qui m'avait décidé de Batman Arkham Knight, c'est son meilleur côté et son pire défaut. Okay. C'est la Batmobile. Ah, la Batmobile était 40 là-dedans, on va se dire, écoute, quand il est introduit, c'est comme bon, on va se mettre au même niveau que nos ennemis. Là, tu sais que c'est un bouton, t'as la Batmobile qui arrive, tu sautes dedans. Comme... Ouais, c'est ça, c'est le fun, parce que tu peux caler la Batmobile n'importe quand, puis elle va s'emmener. C'est super cool. Comment tu te déplaces dans la rue, c'est super simple. On dirait que c'est quasiment, écoute, c'est très bien fait. Mais le problème, c'est l'omniprésence de la Batmobile. Hey, je pense que juste dans la campagne, puis je te dis pas un spoiler, je pense que 5 fois t'as des missions que tu Non, mais j'ai vu l'histoire complète, il y a une ennemis qui a joué complètement devant moi. Bon, ok, ben, t'es obligé de faire des missions que tu dois détruire des tanks. Et je pense qu'une des affaires qui m'avait gossé le plus, c'est que t'es Batman, tu sautes sur le toit, tu prends les grappins, that's it. Mais là, fallait que tu pognes la Batmobile pour aller sur le toit. Les gens, dans les premiers Batman, parce qu'il y en avait déjà 3, il y avait chialé qu'il n'y avait pas la présence de la Batmobile. Dans le dernier, qui était Origin, il y avait mis la présence de la Batwing, qui est la Batmobile volante. Ouais, mais on ne peut pas contrôler, c'est juste pour nous téléporter. Et là, les gens l'acclamaient, ils ont fait OK, surprise pour tout le monde, on met la Batmobile dans l'univers de Batman. C'est super cool. Mais là, on dirait qu'ils ont tellement mis de l'emphase dessus que même les missions SideQuest, ils m'ont déçu. Il y en a qui sont super cool, mais il y en a d'autres, c'est vraiment une déception, genre. Mais il y en a plusieurs, c'est des suites d'Arkham City. Fait que si on n'a pas joué à Arkham City, on comprend pas vraiment bien. Ouais, mais je les ai toutes faites, moi. Ouais. J'ai Obsession Origin, je les ai toutes faites. Mais il y en a quelques-unes, oui, je l'accorde, je les ai pas toutes vues encore, mais... Une histoire secondaire d'Enigma. Mais Enigma, c'est surutilisé, on s'entend, hein. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'en avais qui avait vraiment un scénario, puis il fallait que tu résolves un énigme dans la mission. Mais là, dans celui-là, c'est des courses qu'il faut que tu gages tes points. Parce que le problème d'Enigma, c'est des rares qu'il y a dans tous les jeux, il leur renouvelait à chaque fois, parce que c'est tout le temps des puzzles. Et là, je pense qu'ils ont juste beaucoup mis l'emphase sur la Batmobile, parce que c'est nouveau. Mais c'est parce qu'Enigma, c'était nice au début, c'est nice dans le deuxième jeu. Dans l'origine, ils ont essayé de faire croire qu'on le connaissait pas. On dit, il y a un mystérieux homme qui cache des symboles. Et dans le dernier, ils l'ont remis, il est rendu comme en crise, il est furieux. Là, il veut vraiment buter Batman. Ouais. Parce qu'à la fin, il y a genre un Transformer, c'est comme bizarre, cette affaire. Il y a des drôles de choix. C'est drôle d'être vraiment mauvais. En plus, tout le monde l'a aimé. Mais je pense que... La twist du méchant, je sais c'est quoi la twist, là, parce que j'ai vu ça. Pas, là. Mais je veux dire, les gens, il y en a plusieurs qui ont été déçus de la twist, ça devrait être quelque chose d'autre. Il y en a beaucoup qui s'y attendaient parce que s'ils connaissaient une vague, ils pouvaient trouver ça évident. Moi, je m'attendais quand même, je cherchais d'autres possibilités, mais c'est la plus probable. Donc, je veux dire, j'étais comme, OK, d'accord. Mais je compte me le refaire très bientôt. Mais ça, moi, je suis en train de la commencer, puis j'ai hâte. Je pense que je vais en jouer un peu tantôt avant de me coucher, parce que c'est trop bon, Batman. Non, c'est jamais les combats, juste péter la gueule aux gens. Le combat, c'est une des... Il y a 10 gars qui font, ah, Batman est là, on va y péter la gueule. T'es comme, c'est parce que je suis Batman, là. Tu me pèteras pas la gueule, là. Ouais, t'es ramasse, là, tu leur pètes la gueule, t'es juste au point, c'est malade. Donc, c'est vraiment ça. Vous savez, si j'utilise judo, ça m'arrive pas souvent d'habitude. Mais là, vu que j'ai une PS4, ça va revenir un peu plus souvent. Probablement que la chronique Artuget va se transformer en jeu vidéo, ou peut-être sur un autre projet. Coming soon. Restez à l'afflux. À l'afflux. Ouais. Donc, sans plus attendre, on parle de notre film de la semaine, qui est le film Prince of Persia, un chef-d'œuvre que t'as adoré, que tu vas nous parler très bientôt. Alors, sans plus attendre, du côté de non spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors, on est du côté de non-spoiler. Cette semaine, on parle, comme je disais tantôt, du film Prince of Persia, un chef-d'œuvre, comme tu n'arrêtes pas de me répéter depuis tantôt. Ouais, de Sound of Time. Écoute, on va tout rentrer dans le sujet. Avant de parler de l'histoire, on va parler du réalisateur. Le réalisateur étant... Mike Newell, qui a réalisé Harry Potter et la Coupe de Feu, qui est un de mes préférés Harry Potter. L'histoire de Mona Lisa, qui était un drame que tout le monde oublie. Et Denis Brasco. On va se poser des questions tantôt sur ça. Voilà, parce que je suis jeune, j'ai 23 ans,
Mais c'est un film avec Johnny Depp et Al Pacino qui jouaient les gangsters dans le temps. J'ai jamais entendu parler de ce film. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis comme, faut que j'aille voir ça, c'est 2 acteurs. Ça a été un succès box-office. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Écoute, tu prends la note tantôt, je vais aller voir si ça m'intrigue. Ces 2 acteurs-là, c'est deux gros points sur. C'est un côté acteur, on a Jake, je vais essayer de bien le dire, Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Alfred Molina et Ben Kingsley. Oui. Et le film a coûté 175 millions approximatif et en a rapporté 336 millions, qui est considéré comme un échec pour Disney. Oui, c'est considéré un échec. Et c'est là, on va revenir un petit peu plus loin. Même si c'est rentable. Pour ceux qui connaissent pas Pressure Pressure, on a déjà fait, c'est pas la première fois qu'on va parler de jeux vidéo qui sont adaptés en film. On a fait Hitman il y a quelques semaines. Hitman et Resident Evil. Et Resident Evil aussi, qu'on va faire aussi à un moment donné sûrement sur Resident Evil. Il y en a beaucoup, là. Et on en a déjà parlé que souvent c'est des flops, parce qu'on a besoin d'adapter l'univers des jeux vidéo en film. Ouais. Et dans ce cas-ci, moi, toi, c'est quoi ton opinion un peu sur est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'en faire des adaptations? Non, mais est-ce que tu penses que ça a été une bonne adaptation, ce film-là? C'est dans les moins pires. C'est ça. Ah ouais. Moi aussi, j'allais dire ça, c'est dans les moins pires. Je pense qu'on va être là-dessus, on va être plus ou moins. Pour ceux qui connaissent pas, je vais faire ça brièvement. Dans le fond, dans les jeux vidéo, on t'a mis dans la peau du prince de Perse. Ouais, mais qui avait pas de nom, ça ne s'appelait pas Dastan. Il n'y avait pas de nom. Et dans le fond, on était dans la Perse médiévale, à l'époque de l'âge d'or. Ouais. Et on était dans le monde fantastique, de sorte qu'il y avait de la magie. Et rapidement, le personnage était mis en lien avec un artefact qui était une dague, qui permettait de reculer le temps. Ouais. Et le gameplay était basé là-dessus. Et aussi, c'est un gameplay basé aussi sur le parcours, un peu à la manière d'Assassin's Creed. Là, c'était l'ancêtre d'Assassin's Creed. Ben, c'est ce que Assassin's Creed est devenu par la suite. Parce que le 5e jeu, Prince of Persia, à l'époque, il s'appelait Prince of Persia Assassin. Ouais. Et ils ont changé de nom finalement pour Assassin's Creed, trouvant que ça coûtait probablement plus. Ouais. Une nouvelle univers que Prince of Persia. Ouais, parce que le level Assassin's Creed est plus proche de notre époque, légèrement. Il commence dans la Renaissance, que Prince of Persia, c'est le médiéval et, ouais. Mais tout ça pour ça, donc on suit ce passage-là, c'est des combats, c'est les jeux, c'est entre zones de combat et zones de parcours. Ouais. Et avec une influence de magie. Et un peu d'énigmes aussi. Et beaucoup de puzzles aussi, et tout en rapport avec le temps. Parce que l'histoire semblait être axée sur le principe du temps, qu'on fait reculer le temps. Ouais. C'était pratique d'un combat, en jeu d'action qu'on avait raté, on retourne dans le vide, on actionne notre pouvoir, on retourne pas dans le vide. Si c'était vraiment un concept vraiment pour l'époque révolutionnaire. C'était un des premiers jeux qui montrait que le parcours pouvait être le fun, qu'on courait sur le mur, de côté, quand on pouvait sauter des poutres en poutres. C'était vraiment le fun. C'était vraiment interactif, puis on pouvait courir sans s'arrêter, puis vraiment, il y a plusieurs possibilités. C'est ça, il y avait plusieurs possibilités, puis c'était des énigmes cachés. Tu savais jamais nécessairement si tu sautais sur le bon poteau ou si tu prenais de la bonne façon, puis tu prenais des guesses, tu avais des chances de mourir. Ouais, c'est ça. Puis ce qui était fun aussi, c'est qu'à cause du temps, tu peux te rattraper, tu peux recommencer. Et puis je pense que c'est une des premières fois qu'on voyait ça dans un jeu vidéo. Écoute, c'est la première trilogie, parce qu'il y a eu 5 jeux, la première trilogie, 5 jeux, ouais. La première trilogie, on a passé une trilogie pour 3. Ouais, parce que c'est les meilleurs jeux de la série. Il y a eu Prince of Persia The Sand of Time, Prince of Persia Warrior Within, et Prince of Persia The Two Thrones. Two Thrones, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais de mémoire, là. Parce qu'il y a comme eu 5 jeux, et les 2 derniers ont... Dont un reboot qui a échoué, et un 4e jeu qui était censé être entre 1 et 2, mais en tout cas, qui se fissait mal. Ah, il s'est mal faufilé. Il s'est mal faufilé. Bref, on s'en sent juste... sur le film, là. Ça, c'est l'univers. Donc, c'est juste pour vous compreniez. Et le film, dans le fond, raconte l'histoire du prince de Perse, que dans ce fois-ci, il y a un nom. Ouais. Et que, dans le fond, le personnage est introduit au début de l'histoire en étant un enfant. Et, qui était adopté. Ouais, qui était adopté. Il n'est pas de sang royal. Qui était pas vraiment le cas dans le jeu, là. Ouais, ils ont pris des libertés et il va évoluer autour de la famille royale de Perse. Et le film commence qui attaque une ville. Et dans cette ville-là se retrouve la fameuse dague qui est l'élément central de l'univers au début dans Prince of Persia. Et là, on est comme, ok, parfait, il y a l'univers. Et c'est ça, on va définir une histoire autour de cet univers-là, qui va dans la Perse. On sait que les décors sont en flou, je veux dire, pas la réalisation. Ça, pour ça, côté décor, là, c'est... Sérieusement, ils ont vraiment mis le paquet, là. C'est vraiment des gros décors, pis tu sais, oui, ça sent le studio à maudit, là. Je veux dire, tu le vois juste à l'œil. Mais il y a vraiment un travail vraiment bien fait au niveau du détail des décors. Ça, c'est... En même temps, ça reste que ça fait plus ou moins avec ce que le jeu est. Ouais. Ils prennent vraiment beaucoup de liberté. Autant ils ont pris des libertés, autant ils ont regardé certains trucs. Ils ont donné un nom au personnage. Déjà là, les fans étaient comme, hein? Bah, à la limite, je peux comprendre, c'est un scénario, c'est un film. Qui a un nom? Mais,
comme ils ont rajouté des frères, puis il n'y a pas de frères. Ouais. Et finalement, le 5e jeu, qui est le 4e, qui est entre le 1 et le 2, c'est même là, on a introduit un frère. Ouais, c'est nébuleux. Ouais, l'histoire, elle se prend quelques libertés. Autant il essaie de garder quelques éléments fidèles, autant c'est une liberté. J'ai commencé tout en demandant qu'est-ce que tu pensais des acteurs, commençant par l'acteur principal, qui est ici joué par Jake Gyllenhaal. Ben, malheureusement, je trouve qu'il s'en sort mal. Je suis plate, là. Ok. C'est un très bon acteur. En général, il a fait vraiment des bons films, puis c'est vraiment pas une cause de son talent. Je pense que malheureusement, c'est pas son genre de faire des méga blockbusters comme ça. Mais j'ai l'impression que moi je me trompe, il fait pas des films d'action d'habitude. Non, il fait souvent des drames ou des films c'est assez dans un autre genre là avec ça. Ben c'est ça, probablement que le chèque était vraiment gros, il est toujours comme moi que pas non mais tu vois qu'il est pas bien là-dedans. Il est pas parce qu'il joue vraiment mal, c'est parce qu'il est tellement inséré comme je sais pas, c'est pas naturel, ça sort pas tout seul. Tu le sens que puis tellement que le film est garoché puis qu'il est rapide que tu sens que Jake ça fait pas. Ben, autant je trouve qu'il y a pas tant la face d'un Prince of Persia. Ben, autant je trouve qu'il y a la face, autant que je trouve pas qu'il y a la face dans le sens que Prince of Persia, c'est un univers arabe, tu sais. Mais c'est parce que c'est même pas que ça fasse. Ouais. Ils ont mis la coupe de cheveux, mais sa face, c'est pas, c'est ça. C'est ça qui arrive. Ils ont voulu la rapprocher le plus possible du personnage, mais ça rend un peu fake dans le sens que, comme tu dis, la face fait beaucoup moins, mais les cheveux, ils ont mis la coupe de cheveux, tu sais. Mais sinon, ce qui est de Gemma Arterton, qui joue la princesse, elle est peut-être un peu plus que j'ai aimé, qui ont twisté, autant que dans le jeu, elle était badass. Ouais. Dans celui-là, c'est peut-être, elle a pas son arc à flèche, parce qu'habituellement, là, ouais, c'est son arme de, ouais. Ouais. Puis, malheureusement, dans celui-là, je trouve qu'elle est comme, elle montre qu'elle a une autorité, elle sait se défendre, mais c'est pas la nuche, parce qu'il aurait pas dit, t'es belle, mais elle est comme, écoute, j'ai pas juste ça, frère. Ouais. Puis moi, je tiens mes promesses, puis je vais me battre. Puis ça, c'est une affaire que, ça, Disney sont bons là-dessus, là. Parce que c'est un film de Disney, pour ça. S'il faut que je le donne, ça là-dessus, ils se sont bien débrouillés. Et je dois avouer qu'Alfred Molina, que c'est celui qu'on a déjà vu incarner l'acteur Octopus, on en chanson. Ah oui, ben oui. Aide un peu à mettre le film un peu plus léger, parce que des fois, ça devient lourd. Ouais, ben, c'est lui qui amène la touche d'humour au film, là. Puis en même temps, autant qu'il fait un méchant secondaire du film, autant que c'est un méchant drôle, parce que c'est comme un marchand qui est juste là pour le cash. Ouais, il est juste là pour le cash, qui fait des courses d'autruche, puis lui, c'est la chose la plus sacrée dans sa vie. Écoute, c'est pas un spoiler, je vous le montre, mais quand il amène son autruche avec un petit bandeau sur la tête, et qui dit, c'est la dernière qui me reste à tuer. Je suis obligé de surveiller 24 heures sur 24. Tu sais, tu comprends pas faire les courses voyons, quand il dit les courses d'autruche. Mais on peut pas faire de courses d'autruche avec une autruche. Tu vois-tu ce que tu m'as fait, là? Mais le meilleur, je te dirais, choix de casting, tu me le demandes, c'est Ben Kingsley. Le méchant du film. Parce que le personnage du jeu vidéo, il ressemble beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça, je dois lui donner, c'est probablement un des meilleurs choix. Puis Ben Kingsley, autant des fois, il fait de la merde, autant que c'est un bon acteur. Je trouve que ça, c'est un bon choix de casting. Oui, je trouvais qu'il était très ressemblant. Il y a pas beaucoup de choses à faire pour qu'il ressemble. Le look à la base, c'est ça, il a l'air déjà méchant. Ouais, c'est ça. Puis il joue-tu des fois les gentils, ça? Hein? Il joue-tu des fois les gentils? Shutter Island, il est méchant. Ben Kingsley, c'est un acteur qui est bon pour faire plein de rôles variés. C'est comme, il y a une face qui permet de faire plein d'affaires. Je sais autant que l'autre qu'on parlait juste avant, Alfred Molina, lui aussi, autant il est capable de faire des méchants que des gentils. Ouais, c'est vrai. C'est exactement même que t'es pas, même Johnny Depp aussi dans ce genre-là, il y a une face qui peut faire autant des méchants que des gentils parce que tu le regardes, t'es pas capable de l'associer autant gentil que les méchants. Et Ben Kingsley, j'essaie de réfléchir, je vois pas un rôle gentil qu'il a fait récemment. Après Molina? Non, Ben Kingsley. Ben, la dernière chose que je me rappelle, c'est The Gamerman. Ouais, moi aussi, qui était bizarre, là. Chris. Ça, c'est un débat, là. Écoute. Mais sinon, toi, t'en as pensé quoi des acteurs? Ben, l'acteur principal, autant que son look, son habillement, sa coupe de cheveux fitait avec le personnage qu'on est habitué de voir. Ouais, autant que, comme tu dis, sa face est pas super ressemblante. En même temps, je trouve qu'il y a quand même des ressemblances, mais pas autant qu'on voudrait. Dans le sens qu'on sait de trouver l'acteur, je pense, le plus proche possible pour le film. Et il se retrouve avec ça, quand même. Parce que ce genre d'acteur, peut-être parce qu'on était habitué de voir les cheveux courts, je trouve que ça fait pas que les cheveux longs. C'est niaiseux, je le sais, c'est ben, autant que il me semble, dans le troisième Prince of Persia, les cheveux longs, il me semble. Non, mais le personnage a toujours eu les cheveux longs. C'est l'acteur en soi qui a les cheveux courts. Non, c'est ça aussi, tu me mêlais, toi. Non, c'est l'acteur, c'est vrai que c'est la première fois que je dis avec des cheveux longs. Je dois l'admettre, j'avais jamais vu avec des cheveux longs. Et c'est vrai que ça trop au début, quand t'es habitué de le voir, t'es comme, ok. Et oui. Mais, en fait, j'ai aimé son jeu. Quoique, des fois, vu qu'il est poussé beaucoup, il est lancé, tu vois qu'il est comme, il est chamboulé, tu sais. Je sens que c'est pas naturel tout le temps. Il est un peu forcé, puis tu vois que, tu sais, il est pas habitué de faire des rôles d'action. Tu vois tout de suite que,
Tu sais, lui, il est plus du côté, j'aime ça faire des dialogues, j'aime ça comme niaiser un peu. Tu sais, autant... il aime mieux jouer. Ah, quand il joue, tu vois, il est bon dans ses textes, il y a de l'émotion, tout ça, mais dans les actions, tu vois qu'il est comme un peu chamboulé. Les combats, c'est un peu... mais comme on disait, c'est pas son genre de faire des gros films d'action de même. Ouais. Je pense que c'est des acteurs qui aiment ça faire des contre-rôles pour montrer qu'ils sont capables de faire autre chose. Je pense qu'il a quand même montré qu'il est capable de faire autre chose, autant qu'il n'a pas assez montré. Pour l'actrice, une actrice que je l'ai vu dans certaines affaires, mais c'est une actrice, je dirais, à mes yeux, moins connue. Ouais, Gemma Arterton. Elle a joué dans... Elle a fait un film Hansel et Gretel, il y a quelques années, avec lui qui fait en ce moment Hawkeye. Ouais. Sinon, elle jouait très brièvement dans Quantum of Solace. Là, tu t'es jamais vu Quantum of Solace? Oui, elle est dedans, c'est vrai. C'est la fille qui a écouté Spoiler qui meurt plein de pétrole dans le lit. Ah ouais, c'est elle. Elle fait une bomb girl qu'on appelle dans le jargon. Ouais. Une des femmes qui a couché avec James Bond dans les films. Qui sert à rien d'autre que coucher avec. Ben, c'est pour ça qu'on appelle ça des bomb girls. Ouais, c'est vrai. Et il y a même une statistique pour les James Bond. En tout cas, les derniers James Bond, c'est celui qui a couché avec le moins de femmes. Anecdote de même. C'est ironique. Bref. C'est une actrice plus ou moins connue, mais qui, de plus en plus honnête, fait quand même quelques apparitions, comme on a dit. Et j'ai aimé, c'est quand même, elle faisait pas la blonde, la femme de service, elle avait un rôle plus fort, même si c'était peu exploité contrairement dans les jeux. Je présente un des maillons faibles du film, qui est quand même habitué de faire des films assez variés aussi. J'ai été un peu déçu du personnage, qu'on était habitué de voir avec son arc, qui se bat, tout ça, qui a pas peur de l'action. Là, oui, elle était prête à faire de l'action, mais en mettant le feu, cacher la dague. Parce que entre la fille qui est là, le Interest Love, puis la... En tout cas, je te laisse continuer. Ça joue entre la entre la princesse et celle qui veut se battre, mais c'est mal dosé. Je veux dire, on aurait pu voir plus. On va reparler dans les scènes du côté spoil, mais pour ça, c'est quand même une bonne actrice, elle est belle aussi. Ouais, c'est une très belle femme. C'est une très belle femme aussi. On la voit dès le début avec sa robe blanche, tout ça, elle est très belle. Il n'y aurait pas de dire dans le film de toute façon. T'as remarqué? Ouais. C'est tout le temps, elle est très belle. Tu pourrais avoir 2 chameaux pour elle. Ouais, mais elle est pas juste une putain de service. Ouais, pis elle peut te dire, tu t'es charmé par mon chum, il dit non, il dit, puis il bégaye, là. Il bégaye jamais, sauf quand il parle à elle, là, tu sais. Ouais, il est capable de les filles, là. Ouais. Il dit, à un moment donné, son frère, il dit, devant une armée de sauvages, t'as pas peur, mais devant une femme. Tu raches. Ouais, tu raches. Juste un petit clin d'œil, tu sais, classique de Disney, là, avec les princesses, tout ça. Mais en fait, je trouve très bonne dans son jeu. Quoique je voyais qu'elle avait plus de potentiel, mais qu'ils l'ont pas exploité. Je sais qu'il avait prévu faire une saga, comme les jeux. Malheureusement, ça a... Vu que c'était un flop, ils ont laissé ça tomber. Parce que les critiques étaient pas totalement mauvaises. C'était mitigé, là. Très mitigé. C'était pas... D'après moi, ça aurait pu bien virer. Je pense que ça aurait été peut-être même osé de faire un deuxième film, mais finalement, je pense que c'est ça, comme pour voulu prendre de chance, pour perdre d'argent. Ça a coûté cher, pis ça. Je pense que, moi, j'aimerais ça peut-être voir un reboot. Il y a le potentiel de faire un reboot. Ouais, mais la franchise, c'est un peu ça comme morte. Ouais, mais ils l'ont surexploité, fait qu'on va dire, on va mettre de côté, tu sais, dans le placard avec Assassin's Creed, on va attendre un peu, on va la laisser mijoter, puis les fans vont l'avoir oublié, on la remet sur le plancher. Pour moi, ça doit être des plans, parce que ils l'ont dit que Prince of Persia, la franchise, c'était pas totalement morte, mais que, autant au niveau des jeux, là, parce qu'il n'y a plus rien qui sort, là, Prince of Persia, ça donne la PS3. On dirait qu'ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire. Moi, je pense que c'est une franchise qui mérite beaucoup mieux. Mais les derniers ont été mitigés, là. Oui, mais c'est parce que tu le vois que c'était pas les mêmes envergures, puis c'était pas les mêmes... Tu sais, tu le vois quand une équipe est plus grosse ou plus petite. Puis je trouve que le dernier Prince of Persia tombe dans le jeu, là. Tombait trop dans la facilité, il était très facile, et le défi devenait très de base, puis l'histoire était très molle, et la violence avait tout disparu, parce que les Prince of Persia, à la base, dans le film, ça apparaît pas. Ouais, mais c'est très sombre. À partir du 2, ça devient très sombre, il y a du sang partout, c'est gore, puis le personnage fait des choix qui sont difficiles pour lui. On va parler un peu après, mais le côté magique qui dans le film, il est pas beaucoup exploité, contrairement dans l'univers de Prince of Persia, il y a beaucoup de magie. Ouais, c'est vrai. Il y a des monstres, des créatures du sable. Il y a aucune créature de sable dans ce jeu, je crois. Aucune, hein, c'est ça. Les seuls c'est des gardes. C'est ça, puis le premier jeu, il y avait des mondes de sable. C'est comme ça marche, parce que pour craquer sa dague, il faut qu'il bute pour les aspirer le sable. C'est comme ça qu'elle cherche le sable. C'est ça, les autres, ils ont inventé un sablier. Un sablier géant, c'est millénaire, avec une prophétie. Ils ont comme vraiment pris beaucoup de liberté. Ils ont comme sorti un méchant, c'est pas un spoiler, un méchant avec le serpent. Ouais. Qui a jamais été là dans la franchise, puis que ses intentions sont... qui a des pouvoirs médiums, là. Ses intentions sont floues pis inutiles. Il était juste là pour mettre une pression sur le héros, là. Ouais. C'est une pression. Tout ça pour dire que l'autre des acteurs, Alfred Molina, qui est un acteur que moi j'avais apprécié dans Spider-Man 2, qui avait fait un rôle qui était l'adulte entre le bien et le mal, que j'ai beaucoup apprécié, qui avait existé un méchant classique.
C'est un acteur qu'on voit pas beaucoup, je trouve, qui a quand même un bon potentiel, puis qui a une face qui permet de faire beaucoup d'affaires, dont là, il fait un marchand qui a ouvert sa propre ville, c'est le royaume des esclaves, je crois, dans que c'est appelé. Et quand t'arrives là, au début, les personnages ont peur, ils arrivent, ok, mais faut pas passer par là. Les gens, tout le monde se fait tuer, puis ils arrivent là, puis ils viennent le sauver, puis ils échangent la princesse contre la liberté. Là, il faut le droit, il dit, écoute, j'ai juste fait ça pour le fun, tu sais, j'ai écrit de payer les taxes à l'Empire, fait que là, j'ai écrit ça pour que l'Empire arrête de me faire chier, puis j'organise des courses, chaque mardi, jeudi, j'organise des courses de trou d'autruche, tu sais. Lui, il rapportait un petit peu, il venait descendre un peu l'odeur du film, comme je disais tantôt. Fait, non, il était drôle. Je suis pas trop métallique parce que je spoil un peu, mais je suis désolé pour ça. Mais c'est vraiment pour montrer comment le personnage est humoristique à sa façon. C'est vraiment lui qui amène toute la touche humour du film. Même si c'est pas un film qu'on est s'attend à avoir de l'humour, il adoucit l'histoire, tu sais. Puis la romance entre les deux personnages, tu trouves ça comment? Ben tu sais, on voit dès le début que quoi, c'est comme un clin d'œil. Et ben ils se voient puis ils ont l'air genre dans l'amour. Ah, tu sais, puis tout le long c'est comme mis en attente, puis tu sais, c'est comme de plus en plus rapprochement. Ben j'aime les coups, autant que le film est rempli de défauts là, j'aime les coups qui se font entre eux, genre. Ouais. Du film, c'est comme s'ils s'aiment, pis c'est amoureux, pis ils se font comme des backstabs, pis il y a pas de se jouer, à un moment donné, elle l'assomme, l'autre, il vole son couteau, il l'échange contre de la liberté. Ouais. C'était une affaire comme ça, là, c'est vraiment c'est bien apporté, mais autant que, lui, pour finir, Alfred Molina, j'ai beaucoup apprécié, pis le méchant, c'est vraiment, je parle du méchant, Ben Kingsley, c'est un acteur qui est variable aussi pour faire plein de rôles très variés. Et l'autant que j'ai trouvé que c'est un bon méchant, mais il était pas autant bien développé que dans le jeu, tu sais. Non, c'est ça. Au niveau casting, les ressemblances du personnage, c'est bien. Ouais. Mais au niveau de ses intentions, c'est pas chantant. Écoute, c'est classique comme intention, tu sais, c'est comme... Je suis le message de devenir le roi du monde. C'est ça, là. C'est vraiment ça. Écoutez, c'est pas un spoiler, on a vu ça comme millions de fois, là. C'est ça, il est jaloux, il veut donner le roi du monde, là, c'est ça, pareil. Ses intentions sont plus nobles, pis son jeu d'acteur, je suis pas sûr, pour vrai. Ben, autant il est comme mis sur son plan, c'est le méchant, mais en mettant, on le sait plus vers la fin, la scène finale, que là, on le voit plus. Ouais. Au début, il paraît gentil. Ben, il monte à peine, au début, même. Ouais. La première moitié du film, il monte à peine, en fait. Il est très secondaire, tu dis que ce personnage-là, il n'a aucune importance dans le film, finalement. Ben, nous, on a un peu spoilé que c'était lui le méchant, parce que c'est pas introduit de même au début du film que c'est lui le méchant. C'est un bon point, ça. Je suis désolé. Écoute, là, c'est un jeu au jeu, tu le sais. Ouais, c'est ça. Pour les fans, vous le savez. Parce que il y a le même personnage, et tout ça. Ben, on s'en va-tu dans son spoiler? Ben, vraiment, je veux juste te demander ton appréciation générale du film, là. J'ai pas aimé. T'as pas aimé? J'ai pas aimé. Shit, ok. Ben, moi, je suis mitigé. J'ai passé comme un bon moment, mais je reste mitigé parce qu'en étant fan de la première trilogie, je m'attendais à plus, et c'est sous-exploité. Donc, je reste mitigé, mais je pense que je suis moins sévère que toi, comme d'habitude, si on est ange et démon, yin et yang, j'avais d'autres exemples d'habitude, mais là, je les oublie, là, mais j'avais des beaux exemples d'habitude. Mais ouais. Donc, je pense que vraiment pour en parler, on va tout de suite switcher dans le côté spoil. Ouais. Donc, juste pour finir, en terminant, il vaut le détour, je trouve, mais pour les fans de la série, vous allez être pas mal déçus quand même. Moi, si vous avez plein de choix sur Netflix, écoutez pas ça. Donc, on s'en parle du côté spoil. Attention, la session qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la session qui suit concerne les spoilers. Là, on est du côté spoil. Ici, on va parler du film vraiment dans sa profondeur. On va pouvoir détailler pourquoi tu l'as pas aimé et pourquoi j'ai trouvé mitigé. Comme on l'a dit, c'est basé sur un jeu vidéo, donc on a une attente par rapport à ce film-là. Et sans plus attendre, je vais te demander, qu'est-ce qui a fait qu'en sorte que tu l'as pas aimé j'imagine que tu vas le comparer au jeu vidéo, là. En fait, c'est divers aspects. Je vais commencer par pour ce qui est de l'intensité. Je dirais plus le respect de l'œuvre. À la base, Prince of Persia, qu'on a joué sur PlayStation 2 et Xbox PC, était déjà un reboot d'une vieille adaptation de Prince of Persia, qui était un jeu de côté, qui était très ordinaire à mon goût à moi. Je l'ai disponible, à un moment donné, je pense que dans le 2 ou dans le 3, tu l'avais en... Peut-être, je sais pas. Ben, il me semble que c'est dans le 3, il venait en paquet à un moment donné, tu avais le bonus, tu peux l'avoir. En tout cas, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et dans le fond, mon point où que je veux en venir, c'est que si on se fie à l'univers basé sur la licence que Ubisoft avait relancée, on rajoute des personnages qui n'avaient pas lieu, on rajoute une histoire qui n'a aucun rapport avec l'œuvre originale. À la base... Mais ils prennent les éléments, puis... C'est ça. À la base, ce qui arrivait, c'est que le prince de Perse, avec l'armée et le roi, allait chercher du stock, oui, à la place, au palais, mais finalement, le palais était un piège et que le roi s'était tué parce que le méchant principal, qui est incarné par Ben Kingsley dans celui-là, allait chercher l'épée pour lui, juste pour avoir la dague pour lui. Puis,
le roi se faisait tuer sur place. Et mais le prince était même obligé de tuer son père pour pouvoir venir à bout. Puis c'était un des éléments qui allait faire que le personnage, on allait s'intéresser à son histoire et qu'elle allait rencontrer la princesse et Rupil dans le château, elle allait affronter des pièges, tout ça, pour venir à s'en sortir puis avoir la dague, en fait. C'est un jeu que j'ai fini pendant une dizaine de fois. Là. Ah, c'est un classique. Moi, j'ai fait plusieurs fois. Puis je vais m'adapter, mettons, je vais penser que le deuxième et le troisième jour ont aucun lien avec les films parce que le film porte les éléments. C'est ça, le film porte le nom du premier jeu. Ouais. Mais, en tout cas, à la limite, on peut de liberté. Ils ont rajouté un nom, ok, c'est un film, j'imagine que c'est une des contraintes, il faut le faire. Mais c'est plus vite qu'il voulait faire une saga, donc. Ouais, c'est ça. Mais là, ils ont rajouté des personnages qui étaient pas là, puis comme je te dis, je me répète, là, mais l'origine n'est pas la même, puis c'est quelque chose qui m'a quand même dérangé. C'est correct d'en faire une adaptation, puis qu'il faut changer, tout ça des choses, mais quand tu respectes pas nécessairement l'œuvre originale, ça me dérange. Et d'autres choses qui m'ont dérangé, c'est le montage. Le montage? Le montage, les scènes Ok, je vais donner 2-3 exemples. Souvent, c'est quand tu reconnais un film cheap, puis je parle pas au niveau des effets spéciaux ou ni même des cascades. Il y a une cascade justement qui il descend comme une montagne de sable. Il saute à travers une porte qui l'amène dans un trou. Mais ça se passe en dessous de la terre. Et il descend en glissant avec les pieds de chaque côté. Et tu le vois descendre. Ta caméra est en bas, tu le vois descendre. Mais il y a une lumière du jour qui est très très forte. Après, il est en dessous de la terre. Ouais. Il y a des coups d'épée, des fois, tu sais, les ralentissements cheap, là. Pas un ralentissement où que tu vois que tout a été fait dans cette job et que tu vois la lame aller doucement. Non. C'est juste ralenti pour rien, puis c'est mal fait. C'est digne d'un film boboche que Jean-Claude Van Damme ferait. J'en ai même pas. Ah, il était sévère, ouais. Oui, puis c'est des affaires qui m'ont dérangé, puis il y a des éléments, ça a l'air niaiseux, je comprends qu'il peut pas le faire tout le long du film, mais il y a des moves que le prince fait très régulièrement dans le jeu qu'il ne fait même pas dans le film. Courir sur le mur, de partir de la gauche à la droite. Je parle pas il le fait pas. Il le fait pas dans le film. Sinon, je pense qu'il le fait comme très très court. Je comprends, tu peux pas le faire toutes les 20 secondes, là. Mais il marche chez Mur, c'est quand même Ouais, mais même encore, ces cascades, je trouve que tu le vois des fois que c'est plusieurs plans de caméra qui a été filmé pour qu'il te donne l'effet qu'il va descendre. C'est même pas un cascadeur, tu sais. Ouais. Tu le vois que c'est filmé plan par plan puis qu'on le voit descendre. C'est des choses qui m'ont vraiment agacé. Et je trouve que l'univers et tout le château, je trouve qu'il ne fit pas avec ce que l'univers est en soi. Puis je trouve que l'histoire, ça rallonge. Et tu sais, ils se font des coups, on disait tantôt. Oui. Mais ils en font beaucoup dans le film. Ouais. Puis tu sens que c'est là pour étirer la sauce. Puis ils ont rajouté un méchant supplémentaire qui était pas là à la base, qui ne sert à strictement. Comme sans doute, c'est un méchant qui met de la pression, là. Il fallait ça, parce qu'à un moment donné, l'histoire, comme tu disais, se rallonge, mais il faut mettre de la pression pour qu'elle reste. Ouais, mais à la limite, Bud Kingsley aurait pu être juste plus méchant, tu sais. Plus méchant. Écoute, c'est ça, puis je crois pas à leurs frères, à ses frères qui m'ont toujours considéré comme un frère, puis que ils se sentent trahis. Je le sens pas, j'y crois pas. Tu parles du méchant, là? Là, je parle des frères de Dastan, hein. Ok. Avec Dastan. C'est tous des éléments comme ça qui ont fait que le film, je suis pas capable de l'apprécier ça juste à l'heure. Puis je me rappelle, on s'est texté au courant de la fin, j'écoute, même, j'ai de la misère à le faire. Oui. J'en cache pas, je l'ai réécouté parce que ça faisait comme au moins 7-8 ans que je l'avais pas vu. Moi aussi, ben, moi j'avais vu. Ça fait vraiment longtemps, en tout cas. Puis, en tout cas, pour moi, c'est un mauvais film, malheureusement, malgré toutes les qualités qu'il possède. Ben, il y a quand même, ouais, tant que tu parles juste des gassés, j'aimerais ça t'entendre sur les qualités que tu as trouvées au film. Ben, il y a des scènes d'effets spéciaux ou des combats quand ils touchent pour la première fois la touche de la dague. Ça, je dois le donner. Autant que les effets spéciaux ont peut-être un petit peu vieilli avec ce qu'on est habitué aujourd'hui, mais je le prends pour ce qu'il est. Ça, je dois avouer que c'est cool. J'aime comment ils ont amené ça. Absolument, le personnage recule de lui-même, là-dedans, il se voit reculer. Ouais, il se voit reculer. Mais ça dérange pas, j'ai aimé ça. L'idée, là, ouais. Ça respecte quand même ça, tu sais. Puis j'aime quand même la complicité entre le prince puis la princesse, qui est pas laide, hein, non aussi, mais j'y crois quand même un peu plus que certains films, tu sais. Je veux dire, le film qui est long, qui est plate, on croit quand même un peu plus à leur ramasse au fil du temps, même s'il y a des scènes des fois que je trouve que c'est digne d'un film d'Hollywood, genre de tu tiens ta main, lâche pas, tu sais, cette scène-là. La scène dramatique, là. Ouais, que c'était comme, parce que si on fait un petit saut rapide à la fin, dans le fond,
le Prince of Persia va finir par affronter le Ben Kingsley qui fait le méchant ou que le sablier parce qu'il a inventé un objet pour justifier les ambitions des mesures du méchant et que ce sablier qui retient le sable du temps qui fait que s'il est libéré, ben ça détruit tout ce qu'il y a sur sa planète et il peut s'en servir pour voyager parce que dans ce monde-là, c'est un des défauts que je trouve qu'il y a pas dans les jeux, dans le film, c'est que le côté magique est peu exploité parce qu'il utilise la dague quelques fois dans le film, mais il n'y a pas de créatures de sable ou d'autres créatures mythiques, il n'y a pas d'autres types de magie, c'est vraiment limité à ça. Et à part le fait qu'il y en a le méchant qui a ajouté qui est voyant, là. Ouais, qui est noir pis qui est juste méchant, il a l'air d'essayer un site. Ouais, c'est ça, il y en a c'est un site, là. Mais, autant que la scène finale, qu'à un moment donné, il affronte, il tombe, pis il tient la main de la princesse, pis la princesse dit, faut que tu me lâches. J'aurais aimé ça vivre avec toi tout le reste de ma vie, mais on pourra pas. Là, elle lâche sa main, pis il est comme, non! Pis il se retourne, il est comme, il est en colère, puis il grimpe, puis il affronte le méchant, puis c'est comme full saccadé. C'est saccadé, justement. C'est comme saccadé, t'es comme pas sûr qu'il va gagner, t'es comme voyons. Puis je vais te laisser après parler de tes applications. Ça t'arrange qu'on parle de la fin de suite, puis je vais te laisser dire que c'est pas. Ouais, mais ça, pour ça, je suis parti à la fin. Mais c'est ça, puis il y a comme un combat sur savoir qui va pogner la dague, c'est serré. Puis là, à un moment donné, là, t'as le prince qui essaie de peser sa dague. Ouais. Puis là, c'est comme la twist finale du film que tu t'y attends pas, mais c'est comme, ok, ça marche avec le principe du temps, mais il recule assez le temps pour revenir au moment du début du film, où qu'il est comme, hein? Puis il va se dire, il fait, t'es vivant? Il fait, oui, je suis vivant. Il fait, ok. Puis il part au courant, puis il fait, mon oncle, c'est un menteur, n'écoutez pas les gens, comme, de quoi tu parles? Puis il réussit à convaincre tout le monde, finalement, que son oncle, c'est le méchant, puis ils font un petit duel, un peu bancal, qui bat son oncle facilement, que dans les jeux, c'est un boss full trop tough à affronter. Que là, genre 2-3 petits coups d'épée, il pitch à terre, pis dans la limite, tout ce correct, là. Tu sais que les créatures de sang là-dedans sont comme inexistants. Ouais, c'est ça. Mais le twist qu'on recommence du début, ça aussi, j'avais pas aimé ça. Mais faut dire que le premier jeu, c'est ça qu'il faisait aussi. Ouais. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement une facilité scénaristique. Ben, ça m'intéresse, c'est juste, on va renouveler l'histoire, puis ça, on peut continuer après, à partir de là, fait que ça permet une suite en mettant avec les éléments qui sont passés, tu comprends, je veux dire. Et qu'il a appris là-dedans. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle dit, parce qu'il voit la fille, puis il dit, la princesse, puis c'est comme s'il se connaissait pas, lui, il a les souvenirs. Puis là, son frère, il dit, ben, je veux vous marier pour faire une alliance. Puis là, ils marchent ensemble, puis il fait, je suis heureux de partager ma vie avec vous, tout ça. Elle dit, comment ça, t'as détruit ma ville, puis là, tu te passes comme un sauveur. Il dit, oui, j'ai beaucoup évolué. Elle fait quoi, en une journée, t'as évolué? Il fait, oui, et quand elle la regarde comme, hein, la regarde la dague, elle fait comme un peu le lien qu'il a utilisé la dague, tu sais. Puis, ça pour venir, ben, appréciation du film. Ouais, vas-y. Moi, je suis mitigé, comme je t'ai dit, tu sais, à chaque fois qu'il y a un jeu vidéo qui est adapté en film, c'est comme un event, parce que les gamers aiment ça aussi voir les films. D'ailleurs, on aimerait ça soit bon. Ouais, c'est ça, puis là, il y a beaucoup d'attentes pour le prochain qui va être Assassin's Creed, qui est comme la nouvelle vache à lait à Ubisoft, tu sais, que là, ils sont calmés parce qu'ils ont fait trop de jeux, un peu comme Persona, ils ont épuisé la licence. Puis ils ont essayé de se calmer, ils ont pris une pause d'1 an. Pas si pire, là. Ouais, puis ils ont quand même sorti Ezio Collection pour la bonne année. Mais ça en attendait s'ils ont besoin d'argent, là, tu sais. Non, ça, t'as pas une scène dans une année. Non, avec tous les millions de DLC, là, tu sais. En tout cas, ça pour dire que, autant qu'il y a beaucoup de choses, comme tu as dit, je vais pas répéter mes affaires pour qu'on se répète, mais il y a beaucoup d'éléments qui ne font pas avec l'histoire originale du jeu. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui connaissent pas le jeu, ils peuvent apprécier ce film-là comme un film d'action. Ouais, fantastique. Parmi tant d'autres. C'est ça, tu sais, que l'histoire est quand même intéressante, un peu classique pour certains points. La fin, vous n'allez pas vous y attendre parce que vous connaissez pas l'univers, tu sais. Si c'est pas ça, c'est vrai quand même surprenant. Mais pour un fan comme moi d'univers, c'est sûr que c'est moins intéressant. J'ai mis, les scènes d'action que tu dis, est un peu bancal. Autant que j'ai apprécié de le voir, l'acteur faire un rôle d'action qu'il était pas habitué de faire. Ouais. J'ai vu qu'il y a quand même assez quelque chose. Et j'ai mis un contre-emploi, genre. Ouais, un contre-emploi, et j'ai donné mon chapeau pour ça parce qu'il a quand même fait l'effort. Et il s'en sort mitigé, dans le sens que la critique l'a donné mitigé. Ils ont pas dit qu'il était mauvais. Ils ont juste dit que, tu sais, j'en paierais le casting pareil. Genre. Ouais, peut-être bien, mais tu sais, ils ont essayé de trouver un acteur qui fitait avec le personnage. Autant que c'était pas évident, autant que c'est pas évident. Le personnage à la base, c'est quand même un allure classique, tu sais, je veux dire, il est grandeur moyenne, il est musclé, les cheveux bruns foncés, une petite barbe de 3 jours, et tu sais, il a une face carrée. Tu sais, il est pas difficile à copier, à recréer, tu sais, il y a des passages plus difficiles que ça à faire, là. Ouais. C'est, je veux dire, que là, plus dans le costume, puis. Ouais, c'est ça. Puis même là, son costume, il est correct. Je veux dire, il a sa chemise blanche avec son pantalon et sa ceinture. Puis il a tout le temps son sabre parce qu'il y a toujours un sabre aussi avec lui. Et il y a aussi son manteau. Je pense qu'il a pas tout le temps le manteau, mais dans le film, il a presque tout le temps son manteau. Je me rappelle plus ou moins. Mais je sais dans le jeu, il a pas tout le temps un manteau. Je sais dans le premier. Dans le jeu, il n'a même pas, je pense.
Il me semble qu'il y a un des jeux, je pense que dans le 3, il y a un manteau, je pense. En tout cas, je me rappelle pas. C'est un élément qui est pas habituel de son personnage. Il est tout le temps en chemise noire, pas en chemise en beige, une chemise blanche, là. Bref, son look était fidèle. La face, c'est là qui posait un petit peu problème, comme tu as dit. À part ça, j'ai quand même pu apprécier un peu le personnage. J'ai mis les phases avec la dague. Ouais. C'était sous-exploité parce qu'il s'en sert pas souvent. Mais je trouve que s'en sert, c'est des éléments clés de l'histoire. Quoi, 3 fois, je pense? La première fois, il l'accroche sans faire exprès quand il était avec la fille. Ouais, il devrait essayer, là, mettons. Il s'en sert, genre, je pense, 2 fois contre elle, là. Ouais, ben, tu sais, mettons, on le compterait pour une fois. Ouais. Une fois avec son frère, quand il se suicide. Ouais, il dit, pour être sûr que tu me crois, j'ai choisi de faire ça, fait que les gens, ils se poignardent. Son frère, il a quand de la dague, il est comme, Il aurait pu juste rentrer dans la main. genre, mais c'est juste pour qu'il prouvait à l'autre qu'il était loyal, c'est comme une preuve de loyauté, genre. Ouais. Si, il y a pas de frère à la base, tu sais, là, si on y pense. Ouais, ça aussi, c'est bizarre, là. Puis en fait, dans le film, il y a 2 frères. Ouais. En tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça. Bref, il l'utilise à la fin. Ouais. Bref, il est là, puis après la fin, oui. Mais à chaque fois que c'est utilisé, j'ai quand même si ça vieillit, je trouve que ça a quand même bien vieilli, dans le sens que l'effet est bien fait, tu sais. Ouais. Il est comme mis en fantôme, un peu en projeté, et il voit les éléments se reculer à un certain temps, puis il rembarque dans l'événement, puis il garde les souvenirs comme s'il se posait. Mais la scène, justement, qui descend sur le sable, à la fin, justement, Ouais. t'as le sable qui descend, puis qui descend par-dessus. Ça, je dois dire que c'était cool. Ouais, c'est une belle scène. Il y a quelques scènes d'action qui volent le coup d'œil. Ouais. Même si l'acteur il peut juste faire une scène d'action, il y en a certaines, les bouts de parcours qu'il fait au début dans la ville que je trouve quand même bien fait, ça me fait penser justement au jeu ou encore là à Assassin's Creed, parce que c'est très similaire. Tu sais, ils sortent à un moment donné, au début sur des poutres, puis ils gardent le coup après, ils sortent de poutre en poutre. Ouais, pour couper les cordes de cheval, tu penses? Ouais, ça c'est cool, ben. C'est une petite scène bien faite, là. Il y a des petites scènes comme ça qui sont intéressantes. Ouais, les chorégraphies là-dedans, maintenant, tu vois qu'il y a du travail, là. Contrairement aux scènes de combat, qu'on voit qu'il y a un peu plus de misère, ils sont courtes, puis souvent c'est un peu bancal. Ouais, puis les angles de caméra, comme, avantage pas le prince, fait c'est comme bizarre à expliquer, mais c'est que dans le fond, t'as l'impression que tu vois que ça a été, on donne 2 coups, on arrête le plan, on donne 2 coups, on arrête le plan, puis ça paraît, ça c'est comme saccadé, bancal, là. Mais c'est pas un réalisateur, en a son Harry de coupe de feu, j'ai regardé sa liste de combats. Ben, les coupes de feu, c'est le dernier Potter dans le 7ème, parce que le 5-6 ont été vraiment mal faits, comme je trouve. Ouais, mais il y a pas grand monde qui les aime. Parce que moi, je suis un des plus grands fans d'Harry Potter, je me considère, et j'ai lu tous les livres 3 fois chaque. Et le 5-6, ouais, je suis malade, oui, c'est plus ça. Mais c'est correct. J'ai visité le palais de façon, tout ça. Bref, c'est pas malade, t'es passionné. Ouais, passionné, voilà. Et le 5e livre, ils ont peu pris la viande qu'il y avait dedans, ils ont pris le contour, ils ont fait un film avec, que dans les autres livres qui ont fait les 4 premiers films, ils ont essayé de garder tous les éléments possibles. Le 4e, il est limite, même si à partir du 4e, j'ai lu 2 films par livre, mais il a quand même fait une bonne job pour le 4e. Il a été marquant, le 4e Harry Potter, mais pour le reste, c'est sûr, c'est pas un gros réalisateur en tant que tel. Mais c'est plus l'air à Yes Man quand je regarde ses films. Je pense que c'est un Yes Man qui commence à être plus un Yes Man, dans le sens qu'il commence à se faire je pense que ça fait comme 2 ans qu'il a rien fait, là. Ah, ok, ça se peut que là, ouais. Mais, en termes général, le film est comme, tout je trouve moyen, je trouve moyen. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autres d'éléments qui est important de parler? Les méchants qui ont ajouté, que tu as parlé, c'est l'espèce mais à un moment donné, le méchant principal, il a besoin de faire tuer son neveu, qui est Percy Persia, et il va engager une espèce de secte d'assassins, qui ont des pouvoirs occultes qui permettent de voir l'avenir, et il va engager ces hommes-là qui se battent avec des armes vraiment, c'est quand même cool comme action, là. Donc on les voit se battre dans la scène dans le désert où ils viennent de trouver le prince. Les scènes sont cool, ils sont des armes, genre des fouets, des lames, des couteaux, tout ça. Ouais. Et la scène de combat est quand même nice, je veux dire. C'est une belle scène de combat. Puis même l'invasion dans le château au début était intéressant. Aussi. Mais moi je parlais du méchant qui. Ouais, excuse-moi, vas-y. Je veux dire, c'est autant que le méchant il n'y a pas rapport dans l'histoire parce qu'il n'existe pas. Autant que pour ceux qui connaissent pas l'univers, ils vont apprécier le méchant pour son côté qui va venir gosser l'allié, qui va aussi gosser le passage principal et qui va aussi le rendre dans une situation pas possible parce que là il va être obligé, parce qu'ils vont voler la dague, parce qu'il va le pousser à revenir dans la ville, parce qu'il voulait fuir la ville, donc il est obligé de revenir. Et là, ça m'a une autre scène que j'ai aimé, c'est, il y a un passage secondaire qui est joué par un acteur afro-américain ouais, c'est vrai. C'est le garde du corps du marchand qui est joué par Fred, mais qui est quand même là beaucoup, ouais, puis tout le long de ça, il me dit, ce gars-là, il est entraîné, c'est le meilleur lanceur de couteau au monde, genre. Il rate jamais sa cible. Fait que si je lui demande de te tuer, il va te tuer, genre. Comment il dit ça, puis à la fin, il est en mission pour qu'il aille chercher la dague. Fait que là, il affronte les gardes, tout ça, puis il se bat contre un gars qui lance des aiguilles, puis finalement, il essaie de la battre, il se fait pogner. Puis il ramasse la dague, puis t'as les gardes qui arrivent, puis comme fuck. Puis il arrête la fenêtre, il lance la dague. À l'autre bout du monde. Alors, elle se plante dans l'arbre à côté d'eux.
Il regarde, il fait, qu'est-ce que je t'avais dit? Il enlève la dague. Ah, ça, c'était cool, ça. C'est une belle scène, ça. Ça, c'est une belle scène. Autant que je connaissais pas l'acteur, autant que j'ai apprécié sa performance de... Il parle presque pas, mais il est vraiment bon. T'en as pensé quoi du plan du méchant? La façon qu'il a monté le plan pour... Ouais, pour avoir la dague. C'est très... En tout cas, je trouve qu'il s'est cassé la tête beaucoup, là. Ben, en fait, son but est quand même intense, parce que la fois, il va faire ça tout seul, dans le sens, il veut reculer le temps jusqu'à temps... Parce que, Dans le temps que les enfants, avant que les enfants soient nés. Parce qu'au début de ça, il a pas de répéter que parce que le roi il a pas de répéter que son frère pour lui c'est la personne la plus importante, c'est qu'il était jeune, il a sauvé la vie. Puis il a pas de répéter l'histoire qu'il a sauvé d'un lion. Ouais. Puis son roi comme ouais, j'ai fait ça, c'est pas grave, j'ai fait ça. Puis après t'apprends que dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est reculer le temps. Puis qu'il se laisse tuer par qu'il laisse tuer le lion, tuer son frère pour qu'il soit le roi légitime, tu sais. Ouais. Parce que de tuer son frère là, il pourrait avoir une rébellion. Puis qu'il aurait tout simplement pu faire ça. C'est le principe qu'il a utilisé le temps. Il aurait pu juste empoisonner. Ouais. En tout cas, écoute. Puis tu sais, c'est vite pitché parce que dans le fond, son frère, pas je sais pas ça qu'il gagne. Au début, son frère dit, gars, j'ai un cadeau, donne la cape à mon père de ma part. Puis il va prendre la cape, il va lui donner, puis son père se fait tuer par la cape qui est empoisonnée. Et là, t'es comme au début, il pense que c'est son frère qui l'a trahi. Puis là, il doit fuir, tout ça. Et finalement, la twist, c'est que t'apprends que c'est son oncle qui a donné la cape à son frère, puis qui donne à lui, c'était tout prévu. Pour tuer son frère. Et c'est comme vraiment pousser l'histoire, l'idée le plan de devenir roi par reculant le temps et, ouais, c'est, parce qu'il y a un peur épais à me dire. Il me semble que dans le jeu vidéo, c'est moins intense que ça, là. Beaucoup moins, mais en fait, c'est sûr que le premier jeu vidéo, quand tu y penses, le scénario est quand même de base. Ouais. Tu sais, il y a quand même une histoire en bout de ligne. Mais j'ai un petit blanc, mais le méchant, dans le premier, son but, c'était dans le fond d'être roi aussi. Ouais, je pense que c'était plus d'avoir en tout cas, je viens de mémoire, là. C'était plus d'avoir le centre du temps pour être comme reculé puis pouvoir faire ce qu'il veut. Ah oui, je pense qu'il voulait genre l'être le plus puissant, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'était juste d'avoir un contrôle total. Ouais, moi, je pense que le fait que le roi mourait en même temps, c'était comme à son avantage. Ouais, c'est ça. Mais en tant que tel, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez parler du film que j'ai skippé? Ben, je pense qu'on est prêt pour la note. Mais on a vraiment parlé des autruches tantôt, mais j'aimerais ça se faire une mention aux autruches. Ah, vas-y. C'est un des bouts de drôle. Dans le fond, il y a des courses d'autruches, comme j'ai dit tantôt. J'ai spoilé un peu. Et à un moment donné, il y a une scène qui sont comme, il retrouve le prince, il montre sa dernière autruche, puis il dit, ça c'est ma dernière autruche, ok, c'était ma championne. Ouais, drôle. Puis, je sais pas si tu sais, mais les autruches sont suicidaires avec couche sur 24 heures sur 24. Avant qu'elle commette l'irréparable. Puis là, il a flappe, là, il dit, je sais pas si tu le sais, mais on peut pas faire une course d'autruche avec une autruche. Ça, j'avoue que c'est un petit moment qui était drôle. Ouais. Puis finalement, ça aussi, c'est une twist qui m'a gossé dessus parce que il switch du côté méchant gentil. Parce qu'au début, il veut capturer le prince pour avoir la prime. Et quand les gars commencent à sauter dessus, il fait, ok, c'est bon, je vais aller du côté du prince, genre, parce qu'il me promet de l'or. Puis finalement, il n'y a pas d'or, puis il reste de son bord pareil, parce qu'il haït l'Empire, tu sais, il veut pas payer de taxes. Son personnage est un peu, je sais pas s'il existe dans le jeu, je me rappelle pas. Non, c'est ça. Non, je trouve que c'est correct. Il y a une touche intéressante. Je comprends que des fois, il y a comme trop de personnages comparativement à l'œuvre originale, mais ça, je dois dire que il apportait un petit quelque chose, tu sais. Ouais. Ben, je pense qu'on est rendu au moment des notes. Ouais, je vais te laisser y aller en premier. Ok. Ben moi, j'irais avec un 3 sur 5. Good. Ouais. Toi? Moi, je donne un 2 sur 5. Un 2 sur 5? Ouais. D'accord. Sinon, à part ça, rapidement, ton appréciation du film? Ben, c'est ça, c'est mitigé. Je dirais que c'est un bon film d'action pour ceux qui connaissent pas le personnage. C'est un bon moment de film. Mais pour ceux qui connaissent la série, vous allez être déçus. Ouais. Autant qu'ils font ça aussi pour les jeux vidéo, mais aussi on n'a pas beaucoup parlé, mais des films qui sont basés sur des livres. Et souvent, ça aide comme un poteau, on en a parlé un peu, mais ça c'est le même problème. À chaque fois qu'ils se baser. À chaque fois qu'ils se basent sur quelque chose, c'est toujours difficile. Parce que les gens ils ont beaucoup d'attentes, puis eux, ils font comme, ben, je vais prendre quelques lignes ici, puis je fais un texte avec ça, puis le film, tu sais. J'ai des films où je vais parler comme le 7e fils, j'aimerais ça en parler, là, à un moment donné. Je sais pas si tu l'as vu, là. Non, pas encore. C'est une de mes séries de livres préférés, et ils ont gâché ça, il y aura pas tout de suite, c'est clair, mais ils ont détruit ça. Autant pour Eragon aussi. C'est fait avec Kenny Reeves, ça? Non, c'est avec, c'était pas, oui, avec la fille, oui, c'est un jeune sorcier ou? Ben, c'est un chasseur c'est un hypothèse, c'est un genre, un shérif qui chasse les sorcières, là. Ok. Ouais. Bref, ça, on en reparlera. Mais toi, tu as déjà dit pourquoi tu l'aimais pas, mais tu veux en faire une brève résumé pour ceux qui s'attendent à quelque chose. C'est un bon mauvais film. C'est gâché, c'est plate. J'ai pas aimé le film. Tu recommanderais-tu pour ceux qui connaissent pas l'univers? Même pas. Vous allez vous emmerder. Tant qu'à moi, à mon humble avis, c'est un film qui mérite même pas d'être vu. Peut-être à 2 piastres chez B, où vous avez absolument rien à écouter, vraiment rien, là. Ouais. Parce qu'il y a des très bonnes séries qui sortent ou des bons films.
Mais si vous êtes sur Netflix, vous avez rien à faire. Il est en français pour ceux qui s'intéressent. Sinon, c'est un film de ça. Ok. Ben, je pense qu'on est au moment de dire où qu'on peut nous rejoindre. Donc, ben, moi, on peut me rejoindre sur mon Facebook, Mathieu Bellec-Privot. On peut me rejoindre sur ma deuxième page, qui est la page des productions 3 états, qui est un autre projet de YouTuber que je fais avec mes amis Hugo Mays et Ismaël Vaillancourt. Hugo Mays a déjà participé à une émission avec nous ici. Et Ismaël est prévu dans les prochaines semaines. Faut que je relance parce que son horaire est compliqué. Et c'est une page qu'on fait plusieurs vidéos variées d'entertainment, donc des vidéos de critiques de films, des vidéos sur des sketchs. On a fait une série avec des bonhommes de porte à modeler qui est très drôle. Je vous invite à voir ça. On a assez un prototype d'émission de cuisine aussi. Comme vous voyez, on a assez plein d'affaires. Je vous invite à aller voir. On a sorti des vidéos récemment. Et ça vaut le détour. À part ça, toi, Max, on peut te rejoindre nous? Vous pouvez me suivre sur Maxime Tarion sur Facebook ou sur Twitter @MaxTarion. Vous pouvez suivre le podcast sur le YouTube de la Ligue des Cinévores, sur le DJ Pod de la Ligue des Cinévores, sur RZO, la Ligue des Cinévores, je me répète, hein, et sur la page Facebook la Ligue des Cinévores, et pour finir sur Twitter @Ligue Cinévores. On est partout. On est everywhere, même dans ton salon. Et dans tes oreilles, dans le même quand vous nous écoutez pas, nous, on vous écoute. Puis, spécial, je sais pas si c'est juste une personne, c'est pas trop clair selon nos statistiques, mais on a du monde en Russie qui nous écoute. Je sais pas les Russes! Je sais pas si tu t'es égaré, ou t'es un Québécois, ou un Français qui étudie en Russie, puis que... Ben, je savais pas qu'il y a une communauté francophone en Russie, là. Non plus. Écoute, tant mieux. Puis si tu nous écoutes puis tu nous entends, ben écris-nous. On est quand même. C'est pas en russe, écris-nous en français. Ouais, en français, s'il vous plaît. Ou au moins en anglais. Ouais. Mais on dit salut. Puis sinon, je suis pas mal sur moi. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc, je pense qu'on va vous dire à la semaine prochaine. Restez à l'afflux. Continuez à partager, commenter, liker. Dites-nous si vous avez des idées. On est toujours ouvert. On aime ça vous entendre. Vous écouter. C'est des commentaires. Il y a toujours des chroniques. On n'a plus de chroniques écrites, mais si vous en voulez faire une, c'est toujours on est ouvert aux idées. Alors, je pense officiellement, la miniature est déjà faite. À la fin de l'année, on fait notre top 10 des... Oui, émission spéciale, top 10, que ça va être un événement. On va débuter le champagne, on va fêter ça. C'est notre cadeau de jour On va prendre d'ailleurs une pause pour le temps des fêtes. On vous dit tout de suite d'avance. Il va y avoir 2-3 semaines qu'on va pouvoir rien faire. Donc, là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine. Ah yeah!